Bonjour et bienvenue dans le podcast de la maison Panajou. Moi, c'est Dave Tom, je suis photographe et l'animateur de ce podcast. Et la maison Panajou, c'est la plus ancienne boutique photo de France depuis 1865, rendez-vous compte, où on peut acheter du matériel photo et vidéo, donc à Bordeaux. Et c'est aussi aujourd'hui un site, une boutique en ligne à internet sur panajou.fr. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir le photographe Thomas Voller. Bonjour Thomas. Bonjour. Comment vas-tu ? Formidable, extraordinaire. On est là à Bordeaux, c'est beau, c'est magnifique. Parfait, avec un superbe temps actuellement, comme d'habitude à Bordeaux. Thomas, on va parler de ton parcours, de ton travail, mais avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter à celles et ceux qui ne te connaîtraient pas ? Alors, je me présente, donc bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas Voller, photographe qui aime l'image, passionné de la photographie, passionné de l'image, de la lumière, du cadre et des gens. Donc ça veut dire que je photographie principalement des gens, de l'humain, des personnalités, des célébrités, des acteurs, des chanteurs, voilà, tout un tas de personnes qui gravitent autour du monde culturel international. Voilà. Parfait. Après, d'où je viens, et justement, parcours. Voilà, ton parcours. Comment tu as commencé la photo ? Ah là là, j'ai commencé la photo, c'est parti d'une histoire extrêmement simple. J'adorais écrire, je faisais beaucoup de rédaction à l'école, mais j'avais toujours des zéros tout le temps à cause de l'orthographe. Du coup, j'ai pris un jour un appareil photo, j'avais, je sais pas, 14 ans, peut-être 13 ans, j'ai mon premier petit appareil photo, et puis les gens ils ont compris à travers mes images ce que je voulais exprimer, les histoires que je voulais raconter. Donc là, je me suis aperçu qu'il y avait un intérêt, donc l'image m'a passionné, je me suis mis à adorer le cinéma, à adorer la lumière, à essayer de diriger un peu ma famille, mon père, ma mère, mes frères, pour faire des mises en scène de photos de famille. Et puis après, voilà, j'ai un peu grandi, j'ai très vite arrêté l'école, parce que j'étais un cancre à l'école. Ah oui, quand même. Et totalement, j'avais presque 18 ans en troisième, redoublé 2 fois et demi. Ça partait mal. Terrible, ça partait extrêmement mal. Et puis il y a l'école de photographie de Paris qui a accepté un rendez-vous. Donc je me suis pointé au rendez-vous avec le peu de photos que j'avais réalisées dans mon coin. Et puis le directeur, qui était un homme extraordinaire, m'a dit « Bon, je veux bien essayer. Attention, je veux bien essayer. Je te prends à l'essai parce que sache que tous les élèves dans cette école ont le bac. Toi, tu n'as rien. Donc, je prends le risque. Voilà, que tu rentres dans cette école. Donc c'est fantastique de sa part. Extraordinaire. Ouais. Donc je me suis retrouvé en plus avec un espèce de bac plus 3. Je suis sorti de cette école, j'avais un bac plus 3. Dingue. Un truc de fou, un parcours complètement atypique. C'était dans les années 90, ça, du coup. Oui, exactement. Je suis sorti de cette promotion, c'était en 98, ouais, Coupe du Monde. La France a gagné, et moi aussi. Et toi aussi, oui. Voilà, presque 3-0, toi c'était plus 3. C'est beau, c'était plus 3. Et puis comme j'étais je peux vous raconter. Mais vas-y, je t'en prie. Ce qui était incroyable, c'est quand je suis rentré, mon rêve c'était c'était Robert Capa, c'était Douaneau, c'était faire du grand reportage, partir couvrir la guerre à travers le monde. Et puis quand j'ai mis les pieds dans cette école, il y avait un studio photo, et là je me suis dit c'est extraordinaire, je vais pouvoir recréer ce que je vois dehors. Sans avoir les contraintes de la météo, je vais pouvoir, grâce au studio, grâce à la lumière, en fait, recréer complètement l'univers que j'ai dans la tête. Donc l'accès du studio m'a tout de suite séduit, et j'ai abandonné mes envies de partir à la guerre, en fait. C'est marrant, c'est ce que tu dis, d'avoir des envies de reportage, de reporter, et finalement changer complètement de voie en cours de route dans ton processus intellectuel. Mais en fait, je crois que c'est dû à... Alors, je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais je crois que c'est dû à une exigence. Quand tu es dans la rue, que tu veux faire une photo avec quelqu'un, la lumière ne te plaît pas, le cadre ne te plaît pas, il y a plein d'éléments autour qui perturbent. Tu te dis, finalement, j'aimerais tout construire avec ce que moi j'ai vraiment dans la tête. Donc c'est comme au cinéma, c'est-à-dire tu crées complètement ton décor, ton univers, ta lumière, tu peux recréer le matin, le soir, l'après-midi, la pluie s'il le faut. Mais par contre, c'est toi qui donnes le top go, et c'est toi qui dis stop, c'est fini. Mais tu serais pas un cinéaste type naturaliste, du coup ? Ouais, finalement, le documentaire, je trouve que c'est un travail, c'est un exercice qui peut prendre des années même. Alors que la fiction, on détermine un plan de travail, on détermine un début, une fin de journée, on simule la pluie, on simule la nuit, et le beau temps.
Et ça me passionne finalement. Finalement, je suis plus passionné par la lumière que attendre. Passer un week-end à attendre le rayon de soleil, c'est pas mon truc en fait. C'est quelque chose aussi qui te dérange si tu pars faire une séance photo dehors, dans des conditions extérieures, que tu n'as pas la lumière que tu veux. C'est dérangeant pour toi de devoir t'adapter justement parce que ça peut être le cas aussi, ça peut être les imprévus de la météo qui font que tu t'adaptes et que tu n'as pas forcément le résultat que tu avais en tête. Eh ben, écoute, je vais te dire que en fait, après avec le temps, on finit par acquérir une certaine, on va dire, pas une qualité, mais on finit par connaître un paquet de techniques qui fait que finalement, on utilise les éléments qui se présentent. Pour que ça représente exactement ce qu'on veut. Donc finalement, je m'adapte maintenant que je connais exactement, que je sais exactement ce que je veux au rendu. Donc s'il pleut, ça m'est arrivé d'ailleurs pas longtemps, j'ai tourné une pub, j'ai fait un western. On va en parler un tout petit peu plus tard. Voilà, et vite fait, c'était pour te dire, il a plu, il y a une journée où il a plu. Ah oui, donc, on dirait pas dans le film. Mais non, on dirait pas, mais bon, on en reparle plus tard. D'accord, alors. ok, on en reparle plus tard. Dans ton parcours, j'ai vu que tu as été à New York et que ça a été assez décisif pour toi. Est-ce que tu peux nous raconter ? Ah ben, New York, ça a été un peu une deuxième école. C'est-à-dire que quand je suis sorti de cette école de photo extraordinaire qui m'a permis de réaliser mon rêve d'enfant, photographe extraordinaire, j'étais un passionné finalement d'Helmut Newton. Oui, moi aussi. J'étais un dingue d'Helmut Newton, j'adorais ces nanas en barésie avec des gros seins dans ces décors d'hôtels particuliers en noir et blanc. Donc du coup, mon book de fin d'année a été basé là-dessus. Donc j'ai fait un book je te raconte, j'ai fait un book où tu as une partie où c'est toute cette mise en scène à la Helmut Newton en noir et blanc. J'avais fait ça avec un Mamiya RZ, donc c'est un moyen format extraordinaire. Et j'avais trouvé dans la classe, il y avait un mec qui faisait des tirages photos superbes. Donc du coup, je lui ai donné 2-3 petites pellicules et puis lui me faisait les tirages pour mon book. J'étais très mauvais au labo, voilà, je tiens à le dire. Je savais ce que je voulais, mais je n'avais pas la technique pour y arriver. Donc une fois, j'avais même été convoqué par des professeurs qui m'ont dit, il paraît que c'est pas toi qui fais tes tirages. Je dis, non, moi je sais ce que je veux, mais écologiquement, c'est pas bon de cramer tout ce papier, j'y arriverai jamais. Donc voilà. Donc du coup, je m'étais, entre guillemets, associé avec ce jeune dans la même classe que moi. Finalement, excuse-moi, je te coupe, mais finalement, c'est deux métiers très différents et on peut ne pas faire les deux en même temps, en fait. Pour moi, moi non plus, en fait, je suis un peu comme toi, tout ce qui est labo, j'aime pas. En fait, j'aime pas, c'est surtout ça. Le labo, c'est très particulier, c'est un univers particulier, puis là, on est dans la chimie, donc c'est très, 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 très différent. Donc quand on sait ce qu'on veut, quand on connaît ses exigences, mais on n'a pas forcément la technique, et qu'on sait qu'à côté, dans le groupe, dans la classe dans laquelle j'étais, il y avait un mec, c'était un Asiatique, il faisait des tirages en parité, cartoline, noir et blanc, super bien, exactement comme je voulais. Je lui dis, je veux ça. Parfait. Voilà. Et donc le deal, c'était je te donne 3-4 bobines et puis tu me fais des tirages. Donc du coup... Et donc j'ai fait cette partie-là, noir et blanc. Donc je suis parti, j'étais à Biarritz, à l'hôtel du Palais. À Biarritz, j'avais réussi déjà je sais pas, je devais avoir 19 ans, à appeler l'hôtel du Palais à Biarritz pour... qui gracieusement me donne la fameuse suite présidentielle. J'avais fait venir des mannequins copines, donc c'était pas tout à fait des mannequins, enfin bon, le truc étudiant, quoi. J'avais trouvé des robes dans un magasin à Biarritz qui m'avait prêté des robes haute couture. Enfin, il y a beaucoup de chance aussi quand même. La vie du parcours d'un photographe, c'est dans tout métier, de toute façon artistique et culturel, il y a toujours une rencontre qui fait une autre rencontre, qui connaît. Voilà, c'est ça qui est extraordinaire, c'est les rencontres et la chance fait quand même. Il y a un petit pourcentage de chance important. Oui, je pense aussi. Donc il y avait cette partie-là, et la deuxième partie de mon book. J'ai fait du grand reportage. Je voulais faire du grand reportage, mais vraiment, grand reportage, il fallait que ça soit extraordinaire, parce que grand reportage, pour moi, c'était cette grande vision de tous ces grands photographes qui partent à l'autre bout du monde. Donc j'ai trouvé un sujet grâce à mon père, parce qu'encore une fois, les connexions, papa, bravo, qui lui était à l'époque un ingénieur extraordinaire qui travaillait sur les plateformes pétrolières en mer du Nord. Très photogénique. Et donc voilà, donc je l'appelle, je lui dis, voilà, pour mon book de fin d'année, est-ce que tu crois que ça serait possible d'embarquer sur une plateforme ? Et il m'a dit, mais je peux faire mieux que ça. Je te mets sur un bateau ravitailleur. Je dis, ah bon, mais c'est quoi ? En fait, c'est un bateau qui part depuis le sud de la Norvège et qui remonte jusqu'au cercle polaire et qui ravitaille comme ça toutes les plateformes pétrolières. Donc j'ai embarqué pendant presque 10 jours, 15 jours,
à bord d'un supply boat, ça s'appelle, c'est ces bateaux ravitailleurs. C'était genre en plein mois de novembre, 6 à 7 mètres de creux. C'était les vraies conditions de grands reportages exigeantes que je voulais, quoi. Je voulais vraiment... voilà. Donc c'était une aventure extraordinaire. Partir sur un bateau comme ça, c'était magique. Et je suis parti avec à l'époque, j'étais parti avec des Fuji 6.7. J'avais Fuji 6.7, Fuji 6.9, donc on mettait des bobines moyen format. Avec des objectifs non interchangeables. Oui, c'est ça, exactement. Oui, je vois. C'était Fuji à l'époque. C'était de bonne qualité, ça ? Oui, c'est un peu comme le Contax, tu vois. C'était un petit peu, voilà, c'était de très bonne qualité, c'était de l'argentique, moyen format, mais ça fonctionnait comme les M7, comme les Mamiya M7, M7 II, c'est un peu comme un 24-36, un gros Fisher-Price dans les mains, quoi. Ouais, mais comme il n'y a pas d'objectif interchangeable, en fait, je te pose la question parce que je vois ils sont extrêmement chers aujourd'hui, ces Fuji. Ah, ils sont... Okay. Ça coûte bien facilement 2000-2500 €. Ouais. Mais comme il n'y a pas, tu peux pas changer d'objectif, je me suis dit à ce prix-là, si l'optique elle est pas bonne, ça fait un peu chier. Non mais oui, non mais c'est vrai que c'était très très beau en plus. Franchement, après argentique, donc forcément c'était autre chose. Et Fuji à l'époque faisait quand même toujours des superbes optiques pour le moyen format. C'était le Fuji 6.7, Fuji 6.9. Donc voilà, c'était vite fait pour te dire que la partie grand reportage, j'ai sollicité papa, et la partie mode femme, j'ai sollicité maman. C'était marrant. Donc en gros, voilà, c'est un travail, c'est comme je fais aujourd'hui, c'est-à-dire c'est un travail d'équipe, c'est un travail. Moi j'aime bien travailler en équipe, c'est super important. On ne peut pas dire qu'on est tout seul, même si on est passionné de photographie. On a toujours... on sollicite les gens inconsciemment, même si on dit être solitaire et partir à l'autre bout du monde, il y a toujours quelqu'un, un fixeur, parce que c'est un fixeur, quelqu'un qui vous file un coup de main pour accéder à des lieux où les gens ne peuvent pas aller. Donc c'est pas vrai quand on dit, même Salgado, quand il part à l'autre bout du monde, il y a quand même il n'arrive pas complètement par hasard en Afrique dans une mine de diamants. Ouais. Je pense pas. Ouais, je vois, c'est les connexions. Mais en tout cas, de ces deux projets, tu t'es plus tourné vers la mode, ou en tout cas recréer une fiction en photographie, plus que le reportage finalement. Oui, parce que en fait, comme moi, alors je sais pas d'où ça vient cette histoire. Comme moi, je suis assez exigeant au niveau de lumière. C'est vrai que maîtriser parfaitement ton cadre et puis diriger. Moi, j'ai toujours aimé diriger les gens quand je fais une photo. Tu vois, je parle beaucoup avec mes modèles. Je dis mets-toi là, fais comme si, essaie de faire ça. Vu qu'en plus je bosse avec des acteurs, donc c'est extraordinaire. Je peux lui dire, imagine, t'es sur l'autoroute, t'es en retard, c'est le jour de ton mariage, tu vois. Donc déjà, il se met dans une situation, c'est génial. Un acteur, tu peux lui demander ça, alors qu'un mannequin, tu peux pas lui demander ça. Un mannequin, ça fonctionne différemment. Donc ça a d'autres attitudes, un autre comportement. Tout à fait. Alors, sur ton site internet, justement, la transition est parfaite. On voit sur ton site internet que tu photographies beaucoup de célébrités. Comment tu en es arrivé à photographier des célébrités ? Est-ce que ça vient de projets personnels ou c'est des commandes pour la presse ? Comment t'en es arrivé là ? J'en suis arrivé un peu par hasard au début, étant donné que j'habitais New York quand je suis sorti de mon école. Et donc, ce que je faisais quand j'étais à New York, j'assistais des grands photographes de mode. Donc, mais ce qui était super, j'étais même pas l'assistant, j'étais le régisseur. D'accord. C'est moi j'ai certains photographes qui me donnaient les clés de leur voiture pour aller à JFK, amener le mannequin au studio, ramener le mannequin à l'hôtel, ramener le mannequin au studio, ramener le mannequin à l'aéroport. Le stagiaire, quoi. Le stagiaire. Mais c'est génial, c'est une super position. C'est la meilleure position pour regarder comment fonctionnent les grands. Comment ils parlent avec le client, comment ils arrivent à gérer leur plan de travail, la journée. Parce qu'en général, tous ces photographes, ils bossent pour des magazines extraordinaires comme le Vanity Fair, le Vogue, Harper's Bazaar et compagnie. C'est des grands magazines, c'est des gros budgets, c'est des grands mannequins, des top modèles. Donc c'est vrai qu'une journée de travail, il y a un énorme budget, donc il faut gérer sa couverture, ses 4 pages intérieures, le spécial beauté. Donc tout ça, ça fonctionne un peu comme un film, quoi. Il faut gérer vraiment sa structure de journée de travail. Voilà, donc déjà j'ai appris ça c'est un truc super important. Et donc quand je rentrais à Paris de temps en temps, je faisais un Polaroid par-ci par-là avec les modèles qui étaient sur les plateaux. Donc j'allais voir le Madame Figaro, j'allais voir le Elle, j'allais voir le Vogue. Et puis à chaque fois on me disait oui, c'est extrêmement bien, mais revenez la prochaine fois, peut-être que ça sera encore mieux, quoi, tu vois. Surtout quand j'avais fait mon book avec Helmut Newton.
Je crois que c'est là où j'avais été complètement désemparé. Je me suis dit, mince, je crois que j'y arriverai jamais. C'est quand vous arrivez face à un grand DA d'un grand magazine de mode et qui voit votre book avec toutes ces photos style Newton, le mec il vous regarde, il fait, sont magnifiques tes photos type Newton, mais tu sais, si on veut du Newton, il suffit qu'on appelle Newton. Et là, tu sors de ce rendez-vous et tu dis, putain, j'ai aucun style. Merde. J'ai pas de style, tu vois c'est ça qui est et à l'époque il était pas mort en plus, donc à ça l'époque, avait encore plus d'importance. Il était pas mort, mais ça doit faire mal. Ça fait très mal, fait mal. Je me souviens, je errais dans les rues, voilà, je suis sorti de ce rendez-vous, c'était sur Times Square parce que j'avais été voir le groupe Condé Nast, et le Condé Nast ils sont basés pas loin de Times Square 5e et je sors de là, j'étais désemparé avec ce bruit de New York complètement sourd, avec ces taxis, cette ambiance de la ville qu'on connaît un peu, là, qui est très, très puissante, très forte et vraiment là tu t'en prends un coup dans la gueule et là tu fais waouh, il va falloir que je... Donc New York m'a appris un peu cette école de la vie, le business, le côté commercial de la photographie, ça a été une deuxième école quoi, de la vie. Voilà. Et ça t'a donné envie de faire de la mode ? Alors, la mode en fait c'était un prétexte pour pouvoir avoir que tout soit beau. Le décor soit beau, les mannequins sont sublimes, le stylisme est magnifique, mais j'avais pas assez de connexion. J'étais un très bon assistant, j'étais un très bon régisseur, mais c'est vrai que jamais j'ai été le photographe de mode. Je disais à maman, tu verras, je serai l'un des plus grands, le prochain de Marchelier. Non, j'en suis pas du tout là. Je pense pas que j'y serai, mais par contre, ça m'a appris à être rigoureux, à construire tes cadres. Ça m'a appris à connaître encore mieux la lumière, à savoir qu'est-ce qui se vend, qu'est-ce qui se vend pas, tout en ayant son style. Voilà, New York m'a appris à me remettre tout à zéro et à créer ton propre style finalement à travers le cinéma que j'adore, entre autres les films de Besson à l'époque, tous ces films qui étaient tournés façon cinémascope western comme Le Grand Bleu, Nikita, Léon, ces films-là extraordinaires que je regardais même à la fin sans le son, juste pour regarder comment il découpait ses plans et comprendre comment est-ce qu'on fait, pourquoi est-ce que le contre-champ il vient de ce côté-là et pourquoi pas de l'autre côté. Enfin, voilà. Donc du coup j'ai retravaillé à fond toute ma façon de concevoir l'image en général. Voilà. Et alors comment t'en es venu à photographier des célébrités? Ah bah voilà, alors comment j'en suis venu? Alors ça va être très simple, c'est très simple. Enfin non, c'est pas simple, c'est-à-dire qu'une fois, quand je suis rentré en France de mon fameux trip new-yorkais, j'allais voir les magazines. Et puis un jour, j'ai été arrêté par un rédacteur en chef extraordinaire qui me dit dis-moi, tu as tes photos, c'est très intéressant. Bon, nous, on est dans un magazine télé. Mais est-ce que ça t'intéresserait de faire des photos télé? Je dis bah oui, pourquoi pas, bien sûr. Donc après cet entretien qui a duré quelques secondes, je suis reparti à New York et je me suis retrouvé à photographier un mec incroyable, complètement par hasard, James Lipton. Je sais pas si tu vois qui c'est, James Lipton. Ça me dit rien. James Lipton, c'est un mec, c'était un professeur de l'Actor Studio. D'accord. Et ce professeur de l'Actor Studio, c'est lui qui recevait devant l'amphithéâtre, enfin on va dire le théâtre de l'Actor Studio. Tous les week-ends, il recevait une grande star. Donc tous les samedis, il y avait un samedi, il y avait Harrison Ford, le samedi d'après, tu avais De Niro, le samedi d'après, tu avais Sharon Stone. Enfin, tu vois, le mec, il recevait toutes ces grandes stars. Et je me suis dit, bah tiens, je vais faire un sujet sur ce mec-là. Donc j'ai appelé avec mon accent français, parce que je parlais très mal anglais, toujours d'ailleurs. Et du coup, j'appelle donc l'Actor Studio et je dis bonjour, je suis Thomas Voller, photographe. Je me fais passer pour un photographe normal. J'essaye de l'être, donc je suis photographe. Voilà. Et voilà, j'aimerais photographier James Lipton, est-ce que c'est possible, tout ça? Mais bien sûr, du coup, je rencontre le fameux James Lipton. Et je fais des photos de lui sur le fameux plateau où il recevait ses personnalités. Je fais quelques portraits de lui. Et là, je repars pour Paris, plusieurs mois après. Et je présente à ce rédacteur en chef de télé, de presse télé, je lui présente ce shooting et James Lipton. Il me dit, mais c'est génial, en plus ça passe sur Paris Première, c'est super tes photos. Tu vois, le mec, en fait, il avait vendu. C'est ça qui était extraordinaire, c'est que l'Actor Studio était filmé.
Donc il avait une émission aux États-Unis, mais Paris Première, à l'époque, avait racheté les droits pour la diffusion de la saison, quoi. Ah, je savais pas que c'était filmé avec leur studio. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il filmait toutes ces interviews. C'est ouf. Génial. Vraiment super business. Tu vois. C'était plus qu'un Michel Drucker. Tu vois. Ils sont forts. Michel, d'ailleurs, si tu m'écoutes, t'inquiète pas. Tu connais Michel Drucker? Ah, c'est un ami. Non, je plaisante. Non, Michel Drucker. Bah oui, Michel. Non, mais je vais te raconter. Oui. Ce qui est extraordinaire, c'est que du coup, je me retrouve à faire ce James Lipton. Je fais les photos. Du coup, première parution dans un magazine, dans un journal télé. Voilà. Et dans ce journal télé, ce qui est extraordinaire, c'est que après, j'ai proposé, moi, avec ma lumière mode, je lui ai dit, bah tiens, pourquoi est-ce qu'on ferait pas, par exemple, les charmantes jeunes filles de LCI? Du coup, avec la lumière que j'avais appris à New York, j'avais fait Anne-Sophie Lapix avec cette lumière un peu mode. Donc du coup, il y avait un côté un peu nouveau de photographier des gens de la télé qui n'étaient pas forcément faits pour être avec un esprit de lumière mode. Donc tout d'un coup, je me retrouve à faire Anne-Sophie Lapix et puis comme une star de mode, je me retrouve à faire Jean-Pierre Foucault comme une star de mode. Donc c'est ça qui est super important. Je pense qu'on fasse Michel Drucker ou qu'on fasse De Niro. Il faut penser de la même manière. C'est ça qui fait que ton image, elle est extraordinaire. Parce que à l'époque, jamais un photographe faisait un Michel Drucker comme De Niro. Oui, ouais, je vois. Avec une lumière et avec un style, une mise en scène. Et je crois que c'est ça qui a fait que finalement, après, je suis plus rentré à New York. Et j'ai fini par faire un sujet, puis 2 sujets pour eux. Puis après, j'ai commencé tout doucement à rentrer dans le monde d'abord de la télé, des gens de la télé. Et petit à petit vers le cinéma. Et puis petit à petit, après, on me dit, bah tiens, il y a le festival du film de Cabourg, est-ce que tu connais? J'ai dit, bah non. Bah voilà, c'est un festival de cinéma, faudrait que tu couvres le truc. Donc tout doucement, je me suis retrouvé à Cabourg, cette fois-ci, à monter des séances photos avec des gens du cinéma. Donc voilà, comment est-ce que après la connexion, la liaison... c'est faite avec l'univers du cinéma. C'est chouette, ça s'est auto-alimenté petit à petit. C'est la plus grosse part de ton activité, c'est ça, du coup, aujourd'hui, encore? Oui et non, parce que moi, comme je le disais au début, il faut suivre. Ce qui est extraordinaire, c'est que moi, je suis un malade de l'image. J'adore la photo, la mise en scène. Donc, c'est vrai que les portraits du cinéma, j'aime beaucoup. Mais donc, je fais aussi des gens de la télé, mais aussi, je photographie, par exemple, j'adore faire je travaille pour un groupe là, qui s'appelle Auto, Moto, Bateau, ils font tout. Tout ce qui finit en haut. Tout ce qui finit en haut. Voilà, c'est un groupe de presse qui fait Moto Heroes, Auto Heroes, enfin voilà. Donc j'adore faire des images pour eux parce que là je fais des sujets par exemple sur des passionnés des hipsters, des passionnés de moto, des passionnés de voitures, donc ça peut être des voitures de collection comme des voitures de luxe. Donc c'est un autre univers, encore c'est l'univers, un autre univers, l'univers automobile. Je trouve que c'est super beau, c'est très esthétique aussi. Quand vous êtes sur un circuit automobile, je trouve ça super beau. C'est aussi beau qu'un shooting de mode. Donc, voilà, je pense que dans la photo, ce qui est super important, même si on devait parler à un jeune, là, ça serait de dire, c'est super de faire de la mode. Sur ceux qui veulent faire de la mode, par exemple, c'est génial de savoir faire un peu du mariage, savoir faire de la presse, savoir être dans la rue, même savoir faire du paparazzi, parce que quand on fait du sport, de la photo de sport, vous êtes forcément connecté avec la lumière, il faut aller très très vite. Donc quand vous faites de la photo de mariage, il faut être toujours très bien placé. Il ne faut pas avoir peur qu'il y ait 300 personnes qui vous regardent quand vous êtes au milieu de l'église avec le marié et la mariée. Il faut avoir confiance en soi. Et donc c'est pour ça que je dis que il faut savoir, moi c'est pour ça, dans toute ma vie, je pense, j'essaye de faire tous les univers qui peuvent exister dans le monde de l'image. De manière à ce que quand vous faites un shooting avec quelqu'un qui pleut, on se souvient que tiens, quand il pleuvait, il y avait une belle lumière un peu froide. Du coup, si moi devant je mets une lumière un peu chaude, ça va donner un environnement façon In the Mood for Love. Donc du coup, référence cinéma, référence image, référence couleur. Et je pense qu'on s'en sort toujours. Là, j'ai fait une photo là, à Cabourg, justement, avec Juliette Binoche. Je ne sais pas si tu l'as vue sur mon site, cette photo. Sûrement que je l'ai vue. C'est une chance extraordinaire. C'est-à-dire que je te raconte. Vas-y. Je te raconte. Je t'en prie. 2 minutes. Là. Elle est incroyable, cette histoire, parce que on est au plein festival de Cabourg. Il y a une espèce de tapis rouge, un peu comme à Cannes, à Cabourg. Et Juliette Binoche est c'est la présidente du jury du festival du film de Cabourg. Et forcément, il faut que je fasse une photo de Juliette Binoche. Et l'attaché de presse me dit, voilà, tu as 5 minutes, Juliette Binoche va arriver dans sa chambre, elle enfile sa robe pour monter, pour aller sur le tapis rouge. C'est à ce moment-là qu'il faut que tu la shootes.
Donc rendez-vous dans sa suite. J'arrive dans sa suite, forcément, tout est en désordre, la chambre très compliquée pour faire une photo. Et là, je vois le balcon, magnifique, vue mer. Je dis, bah voilà, il faut la faire sur le balcon. Donc là, j'étais avec un assistant à moi, un copain assistant, c'est important, c'est très important. L'assistant est extrêmement important. Pour moi, c'est pas un porteur de bagages. L'assistant, c'est vraiment une aide plus que voilà. Moi, j'aime bien. C'est extrêmement important. Et donc à ce moment-là, au moment où Juliette Binoche arrive pour faire la photo, où la lumière est prête, il se met à pleuvoir. Évidemment. Il se met à pleuvoir. Et en regardant, c'est ça qui est, voilà, pour avoir cette culture, c'est ce que je dis, c'est d'avoir une culture à la fois peinture, sculpture, connaître aussi bien du caillebotte que du Stark, c'est très important parce que, voilà, par exemple, cette photo, donc elle arrive et là il se met à pleuvoir, donc tout d'un coup, je me souviens d'une photo, d'une peinture de Magritte où il y a ce monsieur de dos en costume avec un chapeau melon et puis tu as la mer derrière. Et comme nous, on était prêts aussi à aller sur le tapis rouge, on était tous les deux habillés en costume. Du coup, je regarde mon assistant, je lui dis, mais attends, c'est extraordinaire, tu vas te mettre de dos, tu vas prendre ton parapluie, et tu vas faire comme si c'était comme le tableau de Magritte, tu vas couvrir Juliette Binoche avec le parapluie, pour la protéger de la pluie. Et la photo, elle est sur mon site, je vous invite à la regarder, évidemment, oui. Elle doit être même sur mon Insta, je crois. Et cette photo, je pense que s'il n'y avait pas eu la pluie, s'il avait fait beau, elle n'aurait pas été aussi magique que celle qui a été faite. Ah ouais, comme quoi, il faut savoir s'adapter. Voilà, c'est pour ça que je dis... Et avoir de la culture. Et il faut avoir une culture image et forte. Il faut aussi bien regarder du Kubrick que du Spielberg, que du Besson, que du Lelouch, que des films de western. Il faut avoir une culture très ouverte, à la fois lumière, regarder des films que vous avez vus plusieurs fois sans mettre le son pour pas être gêné. Et puis regarder tous les grands chefs opérateurs qui font. Vous prenez un Minority Report où il y a cette dominante un peu verte, très granuleuse. Après vous prenez un Léon, là, comme on a dit tout à l'heure, où la lumière est très très différente. Prenez même Subway de Besson, où c'est très épuré, mais c'est très esthétique. Il a rendu le métro, c'est un espèce de alien au niveau des plans séquences. C'est dans le même esprit. Voilà, vous prenez un Ridley Scott. Voilà, il faut checker tout ça. Après, il faut mettre un peu du caillebotte, il faut mettre du Magritte, il faut mettre du Monet, il faut mettre... voilà. Et de toi un peu, non, mais moi, non. Moi, je ne fais que... Moi, je dis un truc qui est très vrai, je crois, c'est que on n'est pas créatif. Ça n'existe plus, je pense, parce que tout a été fait aujourd'hui, tout est à refaire. Moi, c'est ce que je dis, tout a été fait, tout est à refaire, mais avec son œil. C'est-à-dire qu'il faut se dire, tiens, il y a Magritte qui a fait ça, grâce à ce qu'il a fait, tiens, moi, je vais faire cette photo-là. Parce que, voilà. Donc, je pars de quelque chose qui existe. Je ne vais pas dire que je suis un créateur d'images. On réinvente des choses qui ont déjà quand même été faites, parce que la peinture, ça existe depuis quelques milliers d'années avant Jésus-Christ. On a retrouvé, retrouvé les premières dans les grottes. Je pense que personne n'a été vraiment créateur. Alors, je veux dire, dans le sens où on pille toujours ses aînés, on l'injecte avec sa propre personnalité et puis repeat. Oui, je pense que c'est ça. Je crois que c'est ça. Éternellement. On adapte. C'est-à-dire c'est comme Stark. Stark, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il a fait que réinventer des choses qui existent déjà, mais il l'a utilisé de manière à ce que l'outil soit et reste un truc indispensable et que ça soit et qu'il n'y ait pas de fioriture. Finalement, c'est extrêmement épuré, c'est sobre, c'est simple, c'est efficace. Et moi, c'est ce que j'essaie de mettre dans mes images, quoi. Raconter des histoires, faire un portrait, mettre une histoire dedans, pas juste faire un portrait d'identité, ça n'a pas forcément d'intérêt, mais raconter et mettre une ambiance dedans avec une lumière. Parce que la lumière, c'est quand même l'élément le plus important dans une photo. Et construire son cadre et construire ce qui se passe surtout derrière la personne que vous photographiez. Si tu mets un super mannequin magnifique avec une robe Chanel et puis derrière, manque de bol, il y a le camion poubelle qui passe mais que tu l'as pas vu, si ça correspond pas avec l'histoire, ça va être bizarre. Après, si c'est volontaire, c'est différent, mais voilà, il faut faire toujours attention à son arrière-plan, même s'il est flou. On comprend ce qui se passe. Helmut Newton l'aurait fait, ça, une mannequin devant un camion poubelle. Oui, ça c'est clair, il aurait fait une série. Depuis tout à l'heure, je t'entends citer des réalisateurs, mais celui que tu as cité le plus, c'est Besson. Oui, Besson. Il a une importance. Il a une importance, oui. J'ai toujours regardé le travail de Besson, aussi bien j'ai toujours été passionné par Luc Besson. Je ne sais pas pourquoi, parce que je trouve que c'est lui qui a l'identité, à l'époque où il faisait tous ces grands films, où il était juste réalisateur, à la grande époque de Gaumont. Tous ces films, je trouve qu'il y a quelque chose de très photographique et d'extrêmement puissant, extrêmement efficace, très épuré.
ce qui est marrant, c'est que tous les titres de ces films, c'est juste un prénom, c'est juste, voilà, il n'y a pas besoin de raconter, c'est simple et on va tout de suite, c'est évident. Voilà, ça qui est bien, c'est que tout de suite, voilà, on est vraiment, on va droit au but. C'est ça que j'aime bien dans ces films, ce que j'aimais, et je crois qu'en photo, il y a un rapport, je trouve que dans ces films, voilà, il y a une connexion qui se rapprocherait de la photographie, dans la construction, en tout cas de mon point de vue, encore une fois, parce que la photo, c'est tellement ouvert. Oui, il y a des photos, oui, clairement, oui. Voilà, je crois que c'est un point de vue. De toute façon, il n'y a pas de code, il n'y a pas de mode d'emploi. La photographie, vous prenez dans la même salle 4 personnes avec un appareil photo, il n'y en a pas un qui va faire le même angle, et c'est ça qui est génial, parce que chacun va avoir sa façon de voir les choses. Donc oui, ça c'est super. Et moi, je trouve, voilà, Besson, j'aime beaucoup le travail artistique, voilà, jusqu'au 5e élément aussi, où il y a cette lumière, le chef opérateur, Thierry Arbogast, qui est extraordinaire. Voilà, c'est fabuleux. Et c'est bien, je trouve ça génial, c'est comme un Spielberg. Tout le monde dit, oui, Spielberg, c'est pas forcément une référence. Mais si, parce que Spielberg... Ah bon, alors, c'est mon cinéaste préféré, moi, donc c'est pas moi qui vais te le dire. Non, parce que les gens, le problème, c'est que dans le monde, on met les gens dans des cases. Moi, quand j'ai fait de la photo, quand je suis sorti de la photo, quand j'ai commencé la photo, on m'a dit, voilà, soit tu fais de la mode, soit tu fais de la pub, soit tu fais de la presse. C'est pareil dans le cinéma. Moi, j'adore tout faire. Ouais. J'adore tout faire. Voilà, l'automobile me passionne, les motos me passionnent, shooter un avion, ça me passionne. Faire des gens, c'est génial, parce que j'adore le rapport humain. Donc voilà, on peut pas mettre. C'est dommage de mettre les gens dans des cases s'ils adorent tout faire. Et un Spielberg, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il peut très bien faire un Soldat Ryan, il peut très bien faire après un film extrêmement personnel où il peut repasser sur. Voilà, vous prenez. Si c'est ton film, si Spielberg, c'est ton réalisateur. C'est mon cinéaste préféré. C'est ton cinéaste préféré. Tu prends voilà. Tu prends E.T., tu prends Minority Report, tu prends Ready Player One, tu prends même Indiana Jones. Et le dernier, Fablesman. Et Fablesman, ce qui est extraordinaire, qui est vraiment fabuleux. Il a toujours pris ce risque, que je trouve moi extraordinaire, c'est de se dire, voilà, on se remet en question, on fait quelque chose de différent. Même quand il a fait Lincoln, voilà, tout est un travail de lumière, de cadre, c'est de la peinture, et c'est une référence, c'est extraordinaire. Spielberg, c'est fabuleux. Je trouve que c'est le seul réalisateur qui t'emmène dans plein de mondes qui sont totalement différents. Comment est-ce que tu peux passer de la liste de Schindler à un Jurassic Park ? C'est extraordinaire. Je trouve que la même année. La même année. C'est ça. Voilà. Je trouve que c'est ça qui est génial. Alors après, évidemment, je trouve que la seule, on va dire, film qui pourrait se rapprocher, ça serait peut-être un duel et puis dans la mer, parce qu'on est dans c'est un homme face à une machine, un homme face à un animal, un requin. Mais c'est peut-être la seule. Mais encore une fois, quand vous regardez Duel, qui est un film où il y a un mec et un camion, et qu'à chaque fois que le plan revient sur le camion ou sur le mec, c'est jamais le même cadre. Ouais. Et c'est ça qui fait qu'il faut regarder, voilà, un maximum d'images, un maximum de films pour se dire, voilà, demain je photographie une personnalité extrêmement connue. Demain, imagine, je dois faire une séance photo avec Monica Bellucci, qui a été photographiée des dizaines et des dizaines et des dizaines et des milliers de fois. On m'appelle pour faire Monica Bellucci. Il va falloir que je réfléchisse un tout petit peu pour me dire qu'est-ce qu'on attend de moi, qu'est-ce que le DA, quand il va voir mes photos, va dire ah, ça c'est bien parce qu'on l'a jamais vu comme ça. Et à partir du moment où il a dit ça, ça veut dire qu'on a réussi son shooting. C'est un peu la clé. La clé d'une réussite photographique, c'est de se dire, voilà, aujourd'hui, je vais réinventer, je ne vais pas inventer, je vais réinventer une façon de voir les choses. Voilà, c'est comme Arthus Bertrand, quand il a fait la Terre vue du ciel, ou Paris vue du ciel, il y a eu tout d'un coup un nouvel élan de la photographie paysage, mais c'est juste le point de vue qui a changé. C'est de se dire, tiens, on va le montrer de cette manière-là, et non pas Yvon Carte-Postale de la grande époque, où tous les grands libraires ont Yvon Carte-Postale, les bureaux de tabac, on dit. Donc voilà, c'est ça. Oui. Et Luc Besson, tu l'as rencontré ? Alors, écoute, Luc Besson, je ne l'ai jamais rencontré. Ça t'arrive de photographier des cinéastes ? Pas beaucoup, parce que les cinéastes sont quand même assez dans l'ombre. C'est des gens qui sont... mais non, des cinéastes, j'ai pas... J'en ai photographié, mais très très peu par rapport aux acteurs et aux actrices. Mais c'est vrai que... Mais non, Besson, je ne l'ai jamais rencontré, mais j'ai toujours été passionné par ses mécaniques de travail, son plan de travail, le pari fou de dire
on va faire Taxi avec une équipe légère et puis une fiction qui va plaire, mais finalement ça a pris une génération. Taxi, c'est une génération. Ouais. On fait Marseille, donc c'est clair, si on fait Marseille, on fait Ayam, c'est clair, si on fait Ayam, on est dans un environnement qui correspond. Donc ça, voilà, tout ça, c'est comme en photo, c'est tous les ingrédients qu'on met dedans qui font que quand on met ça dans le shaker, ça fonctionne. Il faut toujours une photo, voilà, il y a plein d'ingrédients. Et je trouve que Luc Besson, c'est un cinéaste sous-estimé pour la science-fiction. C'est rare des cinéastes français qui s'attaquent à la science-fiction avec de tels budgets. Bon, alors ça, il se les construit lui-même, mais surtout avec brio. Parce que le 5e élément, parfois par endroits un petit peu vieilli, mais ça reste quand même un film de science-fiction solide. Et puis Valériane, je ne sais pas si tu l'apprécies ce film. Moi, je fais partie de ceux qui l'apprécient, malgré le boycott critique qu'il y a eu à son égard. Et c'est rare en France, je trouve, des cinéastes comme ça, en science-fiction, qui sont aussi pertinents. Après, voilà, moi, de toute façon, moi, j'aime énormément Luc Besson. C'est vrai que moi, la seule chose que je pourrais peut-être critiquer sur... qui est encore une critique, mais qui n'est pas forcément une critique constructive, mais c'est de dire, effectivement, le film de science-fiction le plus abouti de Luc Besson serait, pour moi, le 5e élément par rapport à un Valérian. Parce que le 5e élément, c'est une véritable aventure qui reste touchante, avec des émotions puissantes. C'est mon point de vue, encore une fois. Oui. Valérian, les émotions entre les personnages sont beaucoup plus détachées, je trouve. C'est un point de vue, encore une fois, personnel. Ça reste c'est différent. Là, ce qui est extraordinaire dans le 5e élément, c'est qu'on s'attache très très vite aux deux personnages principaux et on a envie d'être avec eux, on a envie de se sentir proche d'eux. Alors que Valérian, c'est différent. C'est un nouveau genre de super-héros. Voilà, c'est différent. Et il y a deux visions du cinéma qui s'opposent, parce que les 5e éléments, c'est les effets analogiques, les effets spéciaux analogiques avec beaucoup de maquettes, de vrais décors. Valérian, c'est beaucoup de numérique, beaucoup de fond bleu ou fond vert ou ce que tu veux. C'est deux époques qui s'affrontent aussi. Peut-être qu'il a fait, entre guillemets, je ne vais pas dire l'erreur parce que je ne pourrais pas me permettre ça, mais Lucas, quand il a refait les Star Wars, les acteurs se sont confrontés à du green screen, des blue screen. Très difficile pour un acteur de s'immiscer dans un décor alors qu'il n'y en a pas sur le plateau. Ça, c'est peut-être effectivement quelque chose, mais bon, après, c'est un parti pris, c'est une façon de voir les choses différemment. Puis c'est des coûts de production qui... aujourd'hui, une production est très frileux à se dire on va produire un projet avec des vrais décors, des effets spéciaux analogiques, avec des maquettes, etc. Ouais, mais des fois, moi, j'ai lu dans le 5e élément, par exemple, là, quand il y a cette scène d'action où Bruce Willis quitte le fameux Flaxton Paradise, c'est ça, yeah, ouais. Voilà, il quitte et puis tout est en flammes et j'ai lu que Luc Besson en fait avait dit aux équipes à Pinewood, parce que c'était tourné à Pinewood, aux équipes de pompiers qu'il fallait laisser le feu encore, parce qu'il tournait, il fallait qu'il y ait des images de feu, sauf que le problème c'est que je crois que le plateau à ce moment-là prenait vraiment feu. Voilà, donc voilà, je pense que c'est génial aussi d'aller jusqu'au bout de sa folie. Moi ça m'arrive quand je suis en shooting, des fois je suis même tombé à l'eau une fois avec un appareil photo en pleine rade de Brest, parce que tu veux avoir ton image, tu veux continuer, puis tu vas trop loin finalement, du coup tu tombes à l'eau avec ton boîtier, c'est foutu, le boîtier t'en fait un cendrier, quoi, c'est fini. Oh là 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 là. Mais ça me fait mal. Oui, mais ça arrive. Et quand on est exigeant, voilà, trop exigeant, on finit par faire gaffe aussi, quoi. Et oui. Voilà. Pour revenir aux célébrités, pour revenir et finir avec les célébrités, est-ce que tu as des célébrités que tu aimes, alors, aimer plus que d'autres, c'est pas vraiment ça, avec qui tu apprécies travailler peut-être plus que d'autres, avec qui le feeling se passe mieux? Moi, je fais en sorte pour que ça se passe toujours très bien. Je fais en sorte pour que la chance que j'ai, c'est que quand je vais photographier ces célébrités, c'est parce qu'elles ont besoin il y a un besoin de promotion, il y a un besoin de faire parler du film ou de la sortie du film. Donc j'ai toujours la chance de me retrouver avec ces grandes personnalités sans qu'il y ait un problème. Ça arrive quasiment jamais. Parce que la personnalité est toujours... quand je dois la photographier, c'est pour parler de quelque chose, d'un événement qui va arriver avec cette personne-là. Donc elle est ouverte donc elle est ouverte. Voilà, elle est ouverte. Après, c'est à moi de l'emmener un petit peu dans mon univers, c'est à moi de la diriger, c'est à moi d'apporter les choses, mon style, entre guillemets, enfin mon style, ma façon de voir les choses, quoi, de manière à dire, attention, derrière moi, il y a quand même
une rédaction qui attend les photos. Oui. Donc, et avec, s'ils font appel à moi, c'est que, s'ils n'ont pas fait appel à un autre, c'est que ils savent que je vais sûrement ramener quelque chose qui c'est pour ça qu'ils m'ont choisi, qui va plaire. Donc c'est à moi de faire en sorte que le shooting se passe du mieux possible et que je puisse pousser la personnalité dans le décor et dans l'univers que je veux. Mais voilà, non, sinon j'ai une personnalité, je peux te raconter, j'ai fait un truc extraordinaire avec Mélanie Laurent. Je peux te raconter. Excellente cinéaste d'ailleurs aussi. Au passage. Mélanie Laurent, très bonne cinéaste aussi, très bonne actrice. Oui. Sous-estimée aussi pendant un moment, je trouve. Je sais pas ce qui s'est passé avec elle. Oui et non. Après, moi j'ai un truc aussi qui est très très compliqué à gérer, je pense, pour beaucoup de gens, c'est que la plupart des gens que je photographie, je les ai jamais vus avant, peut-être que je les reverrai pas après, parce que ces gens-là ne sont pas mes amis, c'est des gens avec qui je travaille, donc c'est vrai que je les côtoie, mais je ne suis pas du tout dans le microcosme, l'univers des stars. Ce n'est pas du tout mon truc de passer mon week-end chez Diane Kruger et d'aller passer un tour de golf avec Mel Gibson. Non, c'est pas mes amis, c'est des gens. Voilà, moi, c'est ça que je trouve génial aussi, c'est de pouvoir respecter ça, et je tiens à garder cette distance qui est super importante. Et c'est pour ça que quand on arrive vers eux, quand j'arrive avec mon œil, j'essaie d'avoir toujours un œil neuf. Ça me permet comme ça de faire l'image qui m'intéresse, quoi. Ça, c'est super important, parce qu'à partir du moment où ça devient des amis, vous n'êtes plus du tout dans la même optique de travail. C'est comme si tu dois faire une séance photo avec ta copine ou ton frère ou ta sœur. Tu n'as plus la distance pour la diriger de la manière où finalement tu aimerais l'emmener. C'est pas facile. Après, c'est encore un point de vue personnel. Oui, parce que alors, moi, pour des raisons... je ne travaille pas avec des célébrités, mais je travaille souvent avec des modèles. Oui. Et justement, les modèles avec qui je travaille le plus, c'est celles avec qui je vais créer un lien. Parce que plus je me rapproche d'elles, plus je crée un lien qui est sincère. Ce n'est pas un lien que je fabrique. Plus je vais en tirer le meilleur d'elles et le meilleur de moi-même, même au sein de cette relation, en fait. Mais c'est un lien qui reste un lien respectueux, c'est un lien qui reste un lien... Et qui devient amical aussi avec les années. Amical. Ça, c'est bien. Parce qu'après, quand tu deviens trop proche d'eux, c'est là où justement tu n'as plus cette distance, c'est pas facile. Enfin, moi, après, j'arrive pas. Moi, j'arrive pas, il faut que j'aille voir un psy, alors je sais pas. Et bien sûr, je parlais de liens amicaux, je parlais pas de liens... oui, je vous-entendais absolument... tu ne vas pas faire l'amour comme ça tout de suite. Évidemment que plateau. non. Bon, d'accord. Non, mais c'est intéressant, parce que j'entends ton positionnement, et vouloir créer de la distance, je l'entends parfaitement. Et c'est vrai que je pense que moi, je fonctionne différemment, enfin le contraire, justement. D'accord, non mais c'est intéressant, parce que c'est vrai que moi j'aime bien, et je crois que c'est apprécié aussi par rapport aux professionnels du métier, c'est-à-dire tout ce qui gravite autour, les agents, les attachés de presse, tous ces gens-là connaissent parfaitement le quotidien de toutes les célébrités. Donc c'est vrai que moi j'aime bien montrer que voilà, je suis là, je fais mon job, je fais le mieux que je peux, j'ai mon temps imparti, mais voilà, les gens te disent tout de suite, tiens, travailler avec Thomas Voller, ça a plusieurs, ça demande, oui. C'est ça qui est bien, c'est comme un gage de qualité. Le tampon Thomas Voller. Ouais, tu sais, tu es avec Thomas Voller, c'est bien. Et donc du coup, tu voulais nous raconter une anecdote avec Mélanie Laurent. Oui, Mélanie Laurent, c'était par exemple, là, avec Mélanie Laurent, c'était très sympa parce que j'étais à Venise, à la fameuse Mostra de Venise, là, qui a lieu chaque année en septembre. Oui. Et donc je pars là-bas pour couvrir l'événement. Et donc je me retrouve devant ce fameux hôtel extraordinaire qui s'appelle le Gritti Palace, qui est vraiment à Venise, un des plus beaux palaces à Venise. Et puis l'attaché de presse me dit, à ce moment-là, tu vas voir, Mélanie Laurent arrive, elle est sur un Riva. Au moment où le Riva arrive, tu montes sur le Riva et tu as 10 minutes avec elle sur le Riva. Bon, tu dis, bon, super, je ne l'avais jamais vue, je ne la connaissais pas, je vais la découvrir, je vais la saluer sur un Riva, ça va être sympa. Et effectivement, c'est là où je suis parti juste avec mon boîtier, là, mon fameux... alors ça aussi, c'est un truc, ça c'est un outil que je trouve indispensable. C'est-à-dire que, on n'a peut-être pas parlé des appareils photo, je sais pas on si va je en peux parler juste après. Et en fait, moi j'ai acheté un appareil qui est l'appareil que j'appelle l'appareil des célébrités. C'est-à-dire que j'ai fait exprès de prendre un appareil photo qui correspond au mieux à l'environnement dans lequel je suis. D'accord. Parce que quand tu n'as que 10 minutes, voilà, justement avec Mélanie Laurent, 3 minutes avec Diane Kruger, ou que tu as 5 minutes avec telle ou telle personnalité, du coup, il faut créer un lien, mais tout de suite. Ouais. Mais un lien positif, un lien amical, un lien qui te permet de casser toutes les barrières. Voilà, et ça,
pour le créer, ce lien, voilà, il faut avoir cette espèce de talent un peu barré. Je sais pas comment j'y arrive d'ailleurs. Il faut être quelqu'un, un acteur. C'est propre à, oui. C'est propre à toi. Et donc du coup, j'ai un Leica, tu sais, un M10P, mais sauf que je l'ai pris en white edition, c'est-à-dire qu'il est tout blanc. Il existe qu'en 300 exemplaires, je crois. Du coup, c'est le Leica blanc. Donc quand j'arrive avec mon Leica blanc autour du cou, c'est pas l'idée qu'on se fait d'un appareil photo en plus. Et non, déjà c'est pas l'idée. Déjà, on casse les codes du professionnel parce qu'avoir un petit truc comme ça autour du cou, c'est génial. Et du coup, quand j'arrive sur le bateau, j'avais juste mon Leica, ce 35 mm, et j'ai fait toute la série de photos. Donc le bateau, au début, il part, il y a le soleil dans le dos, et puis quand il revient, il y a le soleil sur la face. Donc, vu qu'il a fait l'aller-retour, ça me permettait comme ça de construire. Donc, je disais gentiment à Mélanie, tiens, on va commencer avec ta robe magnifique, tu te mets au fond du bateau. Après, tu viens à l'avant. Ah tiens, allonge-toi, enlève tes souliers. Alors, c'est magnifique le décor. Tu vois, il faut la jouer un peu à la Belmondo. Moi, je suis un dingue de Belmondo aussi. J'adore. Extraordinaire. Tu vois, je le fais un peu. Bonjour, pardon, excusez-moi. Voilà, mettez-vous là. Oh, c'est super. Oh, tu es magnifique. Tu vois, oh, attention, tout là. Du coup, tu limites super bien. Pas mal, non? Ah, c'est extraordinaire. Et donc du coup je monte comme ça toutes ces... Et donc en 10 minutes tu as le temps de faire, je sais pas, une quarantaine de photos, parce qu'il faut pas non plus, ça sert à rien de mitrailler, tu construis ton cadre, tu regardes ta lumière, étant donné que ça bouge, que tu es sur un bateau qui a une lumière très forte, voilà, et finalement cette photo, elle a été... Il y a une photo qui est sortie, qui a fait l'ouverture du dossier sur la Mostra de Venise. Donc parce que derrière on voit Venise, elle est magnifique sur le Riva, donc il y a le visage, profil, tout ça, donc c'est très beau. Je vous invite à découvrir ça parce que c'est difficile de parler de photos comme ça sans que personne. Mais moi j'imagine toujours que les gens qui écoutent le podcast sont devant ton site internet en même temps, tu vois. C'est extraordinaire. J'espère. J'espère. Parce qu'effectivement, si t'as pas les images devant les yeux, quoique l'exercice est intéressant de parler de photos sans les voir. Oui. Non, mais je peux vous donner l'ambiance. Coucher de soleil, lumière un peu chaude. Venise, elle était habillée avec une robe extraordinaire, des bijoux Cartier partout, ses yeux verts pétillants, ses cheveux blonds au vent. Tu vois, ça y est, je vous donne l'ambiance du Riva. J'y suis là. Hein, j'y suis. Ah bah voilà, j'ai réussi. Alors Thomas, avant de parler de matériel, parce qu'on va en parler, on va parler de réalisation, puisque tu as réalisé une publicité pour les cycles Gitane, c'est exactement, ça, donc c'est des vélos. Une pub, je l'ai vu la vidéo. Alors il y a un format plus court et un format long. Oui, en fait, il y a un format qui est un format pour les salons. C'est un format pour tout ce qui est dès que Gitane fait un salon. Ah oui, d'accord. Oui, pas les salons. Oui, les salons, je comprends. Ça chemine, non, pas ça. Salon genre, les grands salons, salon du vélo, salon du deux roues, salon de voilà, tous ces grands événements où il y a tous ces vendeurs de vélos. Et là, du coup, il y a une version, presque un court-métrage. J'ai fait un court-métrage qui dure à peu près, la version originale fait 5 minutes 30 presque. Oui, un peu plus même. Un peu plus même, carrément. Ah oui, carrément. Ah ouais, c'est long quand même. Tu sais plus ce que tu as réalisé. Non, et après, après on découle des versions beaucoup plus courtes, des versions pour Insta, des versions pour les clients, des versions pour la presse. Donc après, voilà, de cette version 5.30, on en fait des versions 1.30, des versions 30 secondes, des versions 15. Et alors, comment t'en es arrivé à là? Est-ce ta première réalisation? Alors, en une pub comme ça a été de cette ampleur-là, oui, c'est ça qui parce que j'ai vu aussi les making-of, parce qu'il y a une vidéo making-of avec une vraie équipe. Enfin, c'est une vraie... Ah oui, il y a une vraie équipe. Ah oui, moi j'aime bien tout faire. J'aime pas faire des trucs à moitié, du coup. Du coup, je me suis donné les moyens artistiques, techniques pour donner cette impression à l'image qu'on a fait un western. C'est ça qui est dingue, c'est que j'ai tourné, j'ai le client avec qui je travaille, donc Gitane, m'appelle en me disant voilà, on sort des vélos de très haut de gamme, des VTT haut de gamme, on aimerait les mettre en avant et donc faire une petite pub. Au début, ça commence comme ça, on veut faire un petit truc. Pas que ça coûte trop cher. Voilà, du coup, un truc pas trop cher, parce qu'on n'a pas de budget. Bon, ok, très bien. Donc voilà, donc des VTT. Et tout de suite, la première chose que j'ai fait, parce que c'est ce qu'on fait toujours, c'est ce que je fais toujours, tu vas sur YouTube et puis tu tapes VTT. Et là, tu vois des tarés qui descendent des montagnes à fond. T'as des mecs qui font des fous dans des rochers. T'as des mecs... Voilà, tout... En fait, le VTT, c'est symbole, après j'ai pas tout vu, mais c'est symbole pour moi, le VTT d'action, quoi. C'était une action extrême. Et moi qui suis par exemple pas un grand sportif,
Hein, bon. J'arrive pas à m'identifier quand je vois ces mecs qui descendent comme des fous en VTT. Je me dis mais jamais j'achèterai ça, c'est pas du tout mon niveau. Donc l'idée c'était de dire tiens, déjà il faut faire un film de VTT qui va déjà intéresser les plus jeunes, les plus âgés, mais surtout que les gens vont pouvoir s'identifier aux produits parce que sinon ça n'a aucun intérêt. Tu vois, c'est ça le truc, quoi. C'est comme si tu vas acheter une voiture et puis que c'est qu'un grand pilote de course qui l'utilise et c'est sur un circuit, tu vas dire non, c'est pas du tout le genre de voiture que je vais prendre, tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois. Donc finalement, j'ai réfléchi et j'avais, parce que j'aime beaucoup moi le cinéma. Ah bon. Ouais, moi on va dire que voilà, moi mon identité cinématographique, ça serait donc Besson, Sergio Leone et un peu du Zemeckis quand même. Tu vois, Roger Rabbit, c'est un peu un de mes, au niveau de la colorimétrie, au niveau de la mise en scène, c'est un peu mon univers aussi. C'est fou, tu vois, Retour vers le futur, tu vois cet esprit-là, c'est voilà, tout ce qui est un peu l'univers de Bob Zemeckis. On retrouve Retour vers le futur 3 dans ta publicité, du coup. Exactement, je ne vous en dis pas plus. Mais alors donc du coup, donc comme je vous disais vite fait là, dans les cartons j'ai toujours des petits courts métrages parce que moi j'aime bien écrire des petits courts métrages dans mon coin, même si malheureusement j'arrive pas jusqu'à les réaliser parce qu'un court métrage ça veut dire on travaille 10 jours dessus, personne n'est payé, il faut prendre toute l'équipe technique, l'équipe artistique et puis faire un film, s'amuser à le faire et puis finalement il va être vu par les potes, il va être vu par les copains, il va être vu par bon finalement c'est super idée mais on met ça dans un carton et puis on verra plus tard. Du coup le carton c'est mon ordi là, mon petit Mac et là-dedans j'ai un dossier avec un truc qui s'appelle idée mise en scène, idée projet et là-dedans j'ai plein de photos de référence, des références de pubs. Pareil, tu vois, les pubs des années 90, je trouve ça extraordinaire. Aujourd'hui, c'est des pubs, on prend vraiment malheureusement les gens un peu pour des idiots. Moi, je me souviens de ces pubs là pour la 205 GTI, c'était carrément du James Bond où tu as la 205 qui sort d'un Transal en plein milieu sur un lac glacé, poursuivi par des bombes, enfin complètement fou. Maintenant, on vous vend une voiture, elle roule, quoi. Elle est sur la route, elle roule. Bon, c'est un plan séquence. Voilà. Bon, il n'y a plus de budget dans la pub. Oui, puis il n'y a plus de folie. C'est pas forcément de budget, parce qu'une voiture qui roule sur une route, c'est un budget qui, à mon avis, un petit jeune réalisateur malin qui dit tiens, ça serait super de mettre une voiture, de raconter une histoire. Des fois, ça se passe, mais c'est surtout les pubs au cinéma qui ont un peu plus d'envergure qualitative, on va dire. Mais les pubs télé, malheureusement, oui, c'est plus trop ce que c'était. Voilà. Oui. Clairement, oui. Donc, du coup, vite fait, qu'est-ce qu'on disait ? Que tu réfléchis, tu as été dans ta boîte à idées. Oui, j'étais dans ma boîte à idées. Et du coup, dans ma boîte à idées, il y a un truc qui est sorti. J'avais déjà écrit une petite histoire d'un mec, c'est le jour de son mariage, et puis il se réveille, et puis il est dans le monde du Far West. Voilà. Retour vers le futur. Voilà, le mec se réveille, en fait, il s'aperçoit que ses potes lui ont fait une blague, ils l'ont endormi, et ils l'ont laissé en plein milieu du désert, et puis quand il se réveille, il est en costume, c'est le jour de son mariage, et puis il voit autour de lui les Indiens, les cow-boys, le shérif, et il dit mais où est-ce que je suis ? Et là, il a son portable qui sonne, et il a quelques heures pour rejoindre l'église avant son mariage. Donc voilà, tu vois, en gros, là, tu mets 5 lignes, et ça, tu mets dans un coin, puis tu dis tiens, un jour, quand je serai fou, et que j'aurai un peu de budget, je le ferai, c'est marrant. Donc j'ai plein de petites histoires comme ça. Et donc cette histoire-là, c'est marrant, ce pitch, ça me fait penser à la fois à un western croisé avec Very Bad Trip. Ah oui, effectivement. Il y a un croisement comme ça qui est... Ouais, c'est un peu ça, c'est un peu ce délire-là. Mais moi, étant donné que c'est l'image avant tout, c'est vrai que quand j'écris des histoires, c'est surtout l'ambiance et l'environnement et le décor qui m'intéressent. Mettre un mec en costume dans le désert, je trouve ça de la gueule. Non, mais c'est vrai. Je trouve que c'est sympa. Donc tout de suite, c'est ça. Après, je suis très mauvais à l'écriture, c'est pour ça que j'ai fait de la photo, en fait. Tu vois, Donc... J'ai dit, tiens, pourquoi pas, est-ce qu'on ferait, étant donné que les VTC, c'est un environnement montagne, rocailleux et compagnie. Je rappelle mon client et je dis, voilà, on va faire un western. On va faire un western. Il me dit, ah bon, un western, mais du coup, mais oui, on va faire un western, une super idée. On va faire un western, on va faire une course avec des chevaux, on va faire une course avec les vélos. Allez, go, on y va, ça va être génial et tout. Ah bon, t'es sûr ? Pas facile, parce que quand vous avez un directeur qui est derrière vous et qui forcément, il comprend pas, tu vois, il comprend pas, c'est normal. Il faut que tu lui pitches l'idée. Du coup, je lui ai pitché l'idée, et puis j'ai été plus loin que ça. J'ai été jusqu'à lui faire un storyboard, parce que je voulais être sûr que ces vélos soient bien mis en avant, sans gêner, quoi, que l'histoire porte les vélos avant tout. Oui, ouais.
Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un storyboard. J'ai été le voir une semaine après. Je dis voilà ce que j'ai fait, voilà l'histoire, voilà comment ça fonctionne. C'est l'histoire d'un Indien qui arrive en ville. Du coup, tous les cow-boys s'échappent, mais ils s'échappent pas à vélo. Ils s'échappent avec toute la collection gitane. Et à ce moment-là, il y a la shérif qui arrive. Il y a un duel qui va se passer. Puis à ce moment-là, au-dessus de la ville, du village, il y a ces 2 pilotes VTT qui sont prêts à dévaler la montagne. Voilà, donc voilà, je vous laisse découvrir après ce clip là qui est sympa. Du coup, ça en a fait un court-métrage parce qu'on a tourné. Donc il y a eu un mois de prépa. Après j'ai été faire les repérages. Après j'adore bosser en équipe. Donc tu vois, après j'ai appelé ma super maquilleuse qui est extraordinaire, qui a fait le maquillage de l'Indien. Avec elle, on a trouvé à Paris, on a trouvé des vêtements, des vêtements de shérif. L'Indien avait des vêtements d'Indien. Le mec est incroyable, c'est un cascadeur, donc il a déjà lui ses propres vêtements. Et puis après, ce qui était fou, c'est qu'on a par exemple le fameux cheval blanc, parce qu'on avait un coordinateur de cascade qui travaille lui avec l'Indien. Enfin, c'est pas un véritable Indien, je dis l'Indien. Oui. Le mec s'appelle Cédric, il habite à Vélizy. Bon, quel est le rapport? Donc du coup, non mais très simple, il fait très bien l'Indien, Du coup, donc le directeur, pas le directeur, le mec qui s'occupe des cascades, il est venu me filer un coup de main. Je suis allé faire les repérages avec lui. Il m'a dit ouais mais attends, t'es fou. Moi je me rendais pas compte, mais il me dit mais Thomas, tu veux tourner ça en quoi? En 3-4 jours. Mais oui, mais le problème c'est que sur tous tes plans, le cheval blanc il est à fond. On voulait un cheval blanc. Oui, mais il court à fond. Je dis, bah oui. Il me dit, mais si tu veux tourner ça en 4 jours, il faut 4 chevaux raccords. Ah bon? Oui, parce qu'au bout d'une heure, ton cheval qui galope, il va être fatigué. Donc ça veut dire que tu vas devoir attendre au moins 3-4 heures pour qu'il soit en forme. Donc du coup, tu vas devoir repartir. Ah bah non, alors du coup, on est parti en Espagne. C'est parce qu'on a tourné en Espagne, du côté de Tabernas, là, dans les décors de Sergio Leone, tu vois. Oui, en plus. Western spaghetti, décors, tout ça. En fait, c'est un rêve de gosse, tu vois, le truc. Tu te dis, putain, je vais faire un western, c'est génial, c'est fabuleux. Et en plus de ça, j'ai un client qui, ça y est, il a validé mon storyboard. Je pars à l'abordage, je pars avec le mec qui va faire les réglages cascades. Et moi, je parle pas espagnol, lui non plus, mais bon, c'est pas grave, on va se débrouiller. Voilà. Du coup, on arrive là-bas, et puis on finit par trouver, avec un peu de chance, une jeune fille qui, elle, habite en Espagne et qui justement a envie de se lancer dans la production exécutive. Tu sais, la production exécutive, c'est-à-dire tu t'occupes de... Tu chapeautes un peu tout. Ouais, c'est ça. De recevoir les tournages, de financer, de voir combien ça va coûter pour tourner dans tel décor et tel décor. C'est un peu le réalisateur insoupçonné, le producteur exécutif. Oui, prod exécutif, ouais, parce que le premier réalisateur, c'est un peu le pantin fou qui devient dingue à la fin du film, qui est là, qui dit PAT 9h, 9h, c'est pas 9h05, attention. Donc on a rencontré, voilà, donc c'est ça qui est important, c'est toujours, comme je disais tout à l'heure, il faut toujours un peu de chance dans un projet, il y en a toujours un peu, parce que voilà, c'est obligé, sinon tu n'arrives à rien, et puis tu provoques aussi la chance, mais bon, il faut quand même y aller. Du coup, on est parti là-bas, on a eu une chance extraordinaire, le fameux régleur de cascade qui travaille pour Mario Loracci, quand même, c'est quand même un très grand monsieur. Oui. On est allé dans des haras voir des chevaux. Il y en avait un, il avait déjà une patte cassée. Il y avait l'autre, il était tout rabougri. Il y en avait un, il était beaucoup trop vieux. Donc, du coup, on n'a pas trouvé tout de suite. Et puis, on a réussi à en trouver un. Et puis, dans un autre endroit, on en a trouvé un autre. Et puis, finalement, on a fini par trouver 3 chevaux identiques. Non pas 4, mais 3. Donc, on s'est contenté de 3. Donc 3 chevaux, c'est bon, c'est réglé. On a trouvé les chevaux. Après, il fallait négocier les décors, les lieux. Alors, ce qui est fou là-bas, c'est qu'à chaque fois que tu vas quelque part, forcément, il faut payer. Tu dis tiens, j'aime bien le morceau de montagne. Ah bah faut appeler la mairie parce que ce morceau de montagne c'est je sais pas moi 500 € pour 3 heures. Ça j'aime bien cette descente. Ah mais ça c'est ouais. Alors on va prendre un drone. Ah non, alors le drone il faut que ce soit un mec qui habite un local parce qu'il y a une base aérienne militaire. Il n'y a que lui qui peut avoir les autorisations. Donc là je me suis battu. Je dis non, je veux faire venir mon opérateur drone. Je veux pas un mec que je connais pas. Je veux mon... Bon, finalement, ça c'est... Mais voilà, tout a été... C'est normal, c'est ça qui est extraordinaire. C'est ça qui fait le spectacle. C'est ça qui fait, une fois que tu as bien préparé ton film, que tu as ton storyboard, que tu as tes 4 jours de tournage, que la veille, tout le monde est arrivé à Malaga. Mais pour aller à Tabernas, il y a 3 heures de voiture. Donc du coup, voilà, c'est comme si tu arrives à Toulouse et qu'il faut que tu ailles tourner à Marseille. Il n'y avait pas d'avion pour aller à Tabernas dans cette période-là. Du coup, voilà, on fait venir les équipes. Moi, j'avais trouvé... l'hôtel, tu vois, c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, tu te retrouves réalisateur, metteur en scène, un petit peu au cadre, mais tu es quand même aussi à la prod. C'est super important. Tu
tu touches à tous les métiers. Ça me rappelle New York à l'époque où je voyais comment tu es assistant et tu vois comment ça se passe, tu vois tous les corps de métier. Donc toi, tu les as connus et puis tu es content d'être dedans. Moi, j'adore. C'est le Barnum, tu vois, tu es là, tu arrives avec ton équipe. Du coup, j'ai fait venir de Paris une partie de l'équipe. Après, il y avait des figurants qui, eux, étaient sur place. Et puis, il y avait les vélos qui sont arrivés par transport, par camion. Et Océane. Et Océane Lenny, extraordinaire. Alors, elle est extraordinaire. Vous connaissez Océane Lenny? Disons que tu connais. Je ne l'ai jamais photographiée, mais elle vient de Bordeaux. Ah oui, c'est ce qu'elle m'a dit, mais je ne savais pas que... Voilà. Elle est à Paris maintenant. Elle est à Paris. Elle est mannequin à Paris et je crois que c'est la fille la plus gentille que j'ai connue de toute ma carrière. C'est une fille adorable. Elle est gentille, elle est toujours extrêmement, on va dire, professionnelle. Si on commence à 8h au lieu de 9h, c'est pas grave. Si on finit à 19h au lieu de 20h, c'est pas grave. J'ai jamais vu un mannequin aussi, on va dire, gentil. Non, parce qu'après, t'as des divas. Oui. Genre, je tourne pas aujourd'hui. Ah bon, je veux rentrer dans ma chambre d'hôtel, hein, vous comprenez, parce qu'il fait pas beau. Ça peut arriver. Océane, donc quand on a tourné, donc ce fameux, elle joue le shérif dans le western. Elle joue le shérif, Océane, incroyable. Et malheureusement, t'as beau tout préparer, on est en plein mois de mai. On est à Tabernas où il fait beau et du soleil 360 jours par an. Et dans tes 4 jours, tu as une journée, il pleut. C'est incroyable ça. Là, c'est Lost in La Mancha, tu vois. Tu te dis merde, tout préparé, tout calé, tout est storyboardé, minuté, pété, répété. Et finalement, tu t'aperçois que il y a une journée de pluie. Et là, grâce à tout dans ta tête, puisque tout a été organisé, tout préparé minutieusement, tu te dis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même tourner une scène de pluie. Et on va refaire des plans serrés de l'Indien parce que sur son visage, il pleut, alors que sur la shérif, il pleut pas. Parce que l'Indien, il a des super pouvoirs. Il peut faire, quand il n'est pas content, il fait la pluie. Bon, allez, on va la jouer comme ça, on va essayer. Donc du coup, j'ai un peu changé le plan de travail sur le jour de pluie. Et comme ce jour de pluie, Océane ne tournait pas, parce que finalement, ses plans à elle, on les a tournés le lendemain. Du coup, j'ai dit à Océane, désolé, elle était prête, maquillée, coiffée, habillée, en tenue de shérif et tout ça. Et là, je lui dis, voilà, ça fait elle était prête depuis 7h du matin, maquillée, coiffée, habillée. Là, je lui dis, désolé, finalement, aujourd'hui, tu ne tournes pas. Mais là, elle me regarde, elle me dit, mais c'est pas grave, c'est génial, c'est super, c'est extraordinaire. Ah oui. Là, c'est mieux quand ça se passe comme ça. Ah non, mais c'est Océane, vraiment, supermodel, extraordinaire. Donc, du coup, on a tourné quelques scènes quand même. On a tourné quelques scènes sous la pluie. Donc vous apprécierez, vous verrez, je pense, les moments où il pleut. Mais vu qu'après, grâce à la magie du cinéma, il y a un peu d'étalonnage, la pluie et le mauvais temps, finalement, font que ça a été... ça se voit pas trop. Très honnêtement, là, tu me l'apprends, j'ai pas fait attention qu'il a des plans avec de la pluie. Bon, écoute, je t'avoue. Après, il y a des scènes extraordinaires. Par exemple, on a découpé, surdécoupé façon Tarantino, la scène de la gare. Il y a un moment, les vélos arrivent dans une gare. À un moment où il y a une voie ferrée avec des trains, avec un wagon qui est coupé. Et là, voilà, les vélos passent d'une rail à l'autre, d'un rail. Un rail ou une rail? Un rail. D'un rail à l'autre rail. Ma mère dit une rail. Elle dit une rail quand même? Oui. Ah bon, voilà. Il y a un problème. Bon, alors c'est le rail. Donc oui, c'est ça, le rail. La vie du rail. Donc le rail, donc les deux vélos ride sur le rail, c'est formidable. Et à ce moment-là, au milieu, voilà, il y a des cow-boys qui sont au milieu de tout ça. Il y a l'Indien qui les poursuit. Donc voilà, j'ai vraiment réalisé un rêve de gosse et j'ai mis un peu dedans ce que j'aime. Voilà, il y a du Retour vers le futur, il y a un peu du Sergio Leone, il y a même la musique. On a retrouvé de la musique qui prend un peu la tête. Hein, je crois. Si tu l'écoutes 2-3 fois, la musique, après tu l'as dans la tête toute la journée, malheureusement. Mais c'est bien, c'est très pub, ça marche. Non, donc c'est chouette de pouvoir revenir sur les pas de rien que dire Sergio Leone, les western spaghetti, c'est incroyable. C'est extraordinaire. Moi, mais je reste encore aujourd'hui émerveillé. C'est génial d'avoir pu faire qu'un client m'ait donné la chance, parce que voilà, encore une fois, je le dis, de pouvoir de tourner un rêve d'enfant, quoi. C'est-à-dire de se retrouver dans des décors extraordinaires, là où ont été tournés tous les grands western spaghetti, sur les pas de Clint Eastwood, sur les pas de Sergio Leone, sur les pas de tous ces grands du cinéma, de western. Et moi, j'ai apporté un petit film qui, finalement, ce petit film-là,
ça s'est transformé presque en court-métrage. Ça a été fait un court-métrage. Oui, carrément. Voilà. Après, il y a la bande dessinée à la fin, ça qui est drôle, le lasso. Voilà, il y a un côté Lucky Luke, il y a un côté. Voilà, j'ai essayé d'amener. Il y a même un côté Doc, voilà, l'Indien, à un moment, il écoute la trace d'un vélo comme s'il écoutait le rail d'un train. Et quand il se relève, il fait son Doc, il part à gauche du cadre et il revient à droite du cadre, et puis il repart à gauche et il revient à droite. Voilà. Sauf toi, les voilà. Donc voilà, ce western extraordinaire, dont je vous invite à le découvrir, franchement. Très facilement trouvable sur YouTube. Sur YouTube, c'est facile. Ouais. Oui. T'as tapé quoi, Thomas Voller? T'as tapé Gitane? Cycle Gitane, j'ai tapé. Oui, j'ai dû taper Thomas Voller aussi. Bon, je pense que si on tape les 4 mots, on y arrive. Bon, voilà, à tous, si vous nous entendez, voilà, franchement, allez voir ça, c'est gratuit, ça dure 5 minutes, vous allez vous marrer, les petits et les grands. Bravo, quelle intro, quel teasing. Et alors, est-ce que tu as d'autres projets en cours comme ça? D'autres tournages, d'autres publicités peut-être? Il y a toujours des idées. Là, je suis en ce moment en train de travailler sur un projet, je ne devrais même pas en parler, attention, pour Nux. Alors Nux, c'est du parfum. Non, c'est pas du parfum Nux, c'est du cosmétique. Nux, par exemple, il y a l'huile essentielle Nux, c'est une huile prestigieuse. Ça y est, je vois. Voilà. Ça y est. Tu vois, c'est cette couleur un peu dorée. Oui. Voilà. Ouais. Donc il y a des huiles, il y a des crèmes. Voilà. Donc là, je suis en train de leur proposer, encore une fois, à partir d'images que j'ai réalisées, à partir de couleurs qui me semblent correspondre à leur identité visuelle. Donc encore une fois, moi, quand je vais démarcher quelqu'un, ça c'est important, on va en parler, c'est pas pour dire bonjour, j'aimerais beaucoup travailler avec vous. En fait, je prends le truc à l'envers. Je dis bonjour, j'ai une super idée à vous proposer. Je pense que ça peut vous intéresser. Regardez, dites-moi ce que vous en pensez. En fait, j'essaie de créer le besoin. Peut-être ils n'en ont pas besoin, mais j'essaie d'apporter quelque chose en disant je suis sûr que ça pourrait fonctionner parce que les couleurs me semblent être cohérentes, parce que l'environnement que j'amène dans mes visuels peuvent être intéressantes. Et donc, pour réaliser ces tests, j'ai repris Océane, mon super top modèle, qui a tout de suite accepté quand je lui ai dit voilà, on va faire un test pour Nux, mais attention, voilà, il y a de grandes chances pour que Nux soit très intéressé pour faire une campagne derrière de pub. Après voilà, il y a toujours un risque, on est sur un test, on est toujours en train de, même moi aujourd'hui avec mes 45 ans, je suis toujours en train de faire des tests, à imaginer, à imaginer des projets, même voilà, c'est pas en train de dire voilà, je ne bouge pas tant qu'il n'y a pas de budget, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui disent il y a beaucoup de jeunes, quand j'appelle un jeune pour dire bah tiens, est-ce que ça te dirait de m'assister sur une prod, le jeune me dit tout de suite c'est payé combien et combien de temps ça va durer. Donc bon, je critique personne, hein, mais c'est vrai qu'on est dans un métier où il ne faut pas trop compter son temps, il ne faut pas trop compter voilà, parce qu'on passe beaucoup de temps au shooting, à la prépa, au montage. Effectivement, il y a beaucoup de temps. On va dire que l'argent, c'est le temps, c'est l'argent. Time is money. Mais dans la créa, il faut savoir aussi avancer, avoir des projets, puis y croire au maximum. Voilà, il faut avancer. Ouais. Il faut vraiment... En tout cas, c'est important ce que tu as dit, le fait de, quand tu veux démarcher quelqu'un, d'arriver avec une idée. Déjà, en plus, parce que tu ne te mets pas en position de faiblesse, c'est-à-dire bonjour, je vous offre mes services, puis tout d'un coup, imagine on te propose un truc et c'est pas du tout dans tes cordes ou t'as pas envie de le faire. Tu te retrouves dans une difficulté à te dire mince, je suis engagé, c'est bien, mais j'ai pas envie de le faire. Ouais, non, mais c'est même important de se le dire dans ce sens-là. C'est comme le mec qui veut être grand reporter, un jeune qui veut être un grand reporter, qui me dit moi mon rêve ça serait de travailler pour Paris Match, tu comprends, c'est le magazine, voilà, c'est le référence. Et je pense que c'est pas comme ça qu'il faut prendre le problème. C'est pas de dire encore une fois bonjour Paris Match, je suis photographe, j'aimerais travailler pour vous. C'est de dire bonjour Paris Match, je viens de faire un sujet sur une mine de diamants en Afrique. Du côté du Gabon, ça va pas très bien. J'ai des images à vous présenter. Quand est-ce que je peux vous rencontrer? Mais là, là, ça devient malin. Ça devient malin, mais on en revient à ce que tu disais juste avant. L'investissement, il est très très important. Et là, ça veut dire que tu viens avec un projet que tu as fait, qui t'a coûté toi-même, quoi. Oui, c'est important. Après, mais je pense que c'est les risques qu'on peut prendre. Voilà, quand on sort d'une école de photo, quand on aime la photo, quand on veut faire des choses. Après, voilà, je pars d'une mine à l'autre bout du monde, mais malheureusement, avant la guerre, elle était très loin.
Maintenant, la guerre, elle se rapproche de plus en plus en bas de chez nous. Et puis, en ce moment, c'est un peu le bordel en France. Hein. Bon, voilà. Un petit peu. Voilà, un peu. Donc, on peut quand même imaginer de faire des sujets maintenant extrêmement proches de chez soi sans effectivement dépenser 10 000 euros pour aller au bout de la planète. Mais je ne demande pas qu'un étudiant ou qu'un jeune photographe parte en Australie pour faire un sujet sur la barrière de corail. Évidemment, c'est très compliqué, mais partir, trouver un sujet malin, par exemple, j'en sais strictement rien, je ne vais pas vous trouver un sujet là comme ça, mais en France, il y a plein de sujets non, mais en France, il y a plein de sujets exploités. Il y a plein de là j'ai croisé un pote, là, il est parti avec un fond gris, et il est parti aller photographier une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de familles à Calais là qui attendent soit d'être pris par un bateau. Ouais. Voilà. Là, c'est intéressant. Le mec, il le fait, il part. Alors, ça ne va pas lui coûter une fortune d'aller à Calais depuis Paris, je pense. Il va s'immiscer avec eux, il va rentrer un peu dans leur quotidien, il va essayer de ramener des images s'il peut, il va essayer de ramener du son, parce qu'aujourd'hui, le son est important, le podcast, tout le monde en fait. Donc, voilà, je pense que on n'est pas obligé de commencer de partir à l'autre bout du monde, ou moi, la chance que j'ai eue d'aller à bord d'un bateau pour les plateformes pétrolières, c'est vrai que c'est une aventure extraordinaire, mais aujourd'hui, on peut faire un sujet en bas de chez soi, et il y a quand même beaucoup de choses quand même à raconter. Voilà, il faut être malin, pertinent, et puis trouver quelque chose qui est vraiment original, avec un point de vue différent, et avec quelque chose à défendre, un projet. Tout à fait. Tu vois. Je souscris. On va parler un peu de matos. Tu es chez Leica. Tu es ambassadeur Leica ou c'est pas comme ça que ça se dit ? Je sais pas, c'est un grand mot, ambassadeur. Non, mais je sais qu'il fonctionne un peu différemment, ouais, Leica. Je suis pas ambassadeur, je suis président. Ben, je suis président. Bonjour, monsieur le président de Leica. Alors, comment ça se passe en Allemagne ? Non, je sais pas, j'essaie d'apporter, comme disait l'autre, là, une pierre à l'édifice. Je suis assez communicant et j'aime bien communiquer, j'aime bien discuter avec les gens qui aiment l'image, parce que je suis un taré de ça, c'est vrai que je suis un peu fou là-dessus, à la photographie. Donc c'est vrai que Leica, ça se fait un peu, oui, je fais un peu des conférences pour eux, je fais des petits photo walks, je fais des workshops un peu pour eux. Donc ambassadeur, c'est un grand mot, mais ouais, je représente un peu la marque sur des événements, voilà. Depuis quand ça s'est fait ? Ça s'est fait en 2017-2018. Je suis passé en Leica à ce moment-là. Tu travaillais pas avec Leica avant ? Non, je travaillais pas avec Leica avant. Je travaillais pas avec Leica. Moi, en fait, quand j'ai commencé la photographie, c'était la fin de l'argentique, mais il y avait encore un peu d'argentique. Là, à ce moment-là, j'étais en Nikon F3. Nikon F3, c'était un espèce de pavé extraordinaire pour faire les manifs. C'était génial, on pouvait se défendre avec, c'était incassable. Je l'adore. J'ai toujours gardé, je l'ai toujours moi aussi, avec le fameux moteur complètement fou. Donc voilà, et puis après, par contre, je n'ai jamais suivi en numérique. Je trouvais qu'après, ça devenait une usine, le Nikon F5, les trucs complètement... Voilà, ça devenait des grosses machines, donc je suis parti vers des petits Canon, des Canon en numérique qui étaient sympas, vraiment. Il y a quelques optiques que j'adore là. Chez Canon, le 100 macro, là, le 2 bits, je trouve ça super. Et puis j'ai eu un DX Mark II, c'est ça Oui. Chez Canon, après j'ai eu le fameux Mark IV, voilà. Et puis après, je suis passé en Fuji à un moment. Je suis passé en Fuji, j'ai largué tout Canon parce que c'était trop lourd, j'avais mal au dos, j'en pouvais plus. C'était vraiment... c'était le poids était... quand tu as le fameux 50-1.2, le 100 macro, le 70-200, enfin bon, voilà, c'est lourd. Et puis un jour, là, j'arrive à découvrir Fuji avec les petits X Pro 2, les petites optiques super légères. Et puis, voilà, je suis passé un petit peu intermédiaire Je suis passé chez Fuji. Là, j'étais ambassadeur. C'est ça qui est marrant. Eux, ils m'ont nommé. Alors, c'est extraordinaire parce qu'ils m'ont nommé ambassadeur. Et ce qui a été dingue, c'est qu'ils m'ont offert un X Pro 2 en tant qu'ambassadeur. Et ce qui est fabuleux, je l'ai toujours d'ailleurs, à la place du numéro de série, il y avait écrit Volaire. Mais non. Tiens, donc, quand je l'amenais en SAV, les mecs, ils me regardaient. Mais il n'y a pas de numéro de série, c'est votre nom. C'est donc, génial. Non, mais c'est invendable en plus. Non, mais non. Après, c'est super parce que ce boîtier, il est à mon nom, il porte mon nom. Tu te rends compte, un appareil photo, le numéro de série, c'est écrit Volaire. C'est fabuleux. C'est un très beau cadeau. C'était magnifique. Moi, tu vois, toi, t'es là. Moi, j'ai toujours été un passionné du truc. Et donc, tu fais waouh, c'est fabuleux. T'as une machine qui porte ton nom. Quoi. Donc voilà, je me souviens, il y avait moi et puis il y avait un autre photographe aussi, Éric Bouvet.
Je connais pas. Bouvet qui est un photographe de lui, par contre, oui, lui, il fait de la guerre, lui, un peu comme tous ces grands photographes de guerre, là. Voilà, lui, Patrick Chauvel, tu vois qui c'est, Patrick Chauvel, oui, voilà, oui. voilà, lui, il fait vraiment de la guerre et tout, donc voilà, lui aussi avait son X Pro 2 à son nom, donc voilà, je me suis senti, là, tout d'un coup, tu fais, waouh, t'es ambassadeur d'une grande marque internationale, Fuji, avec un X Pro 2 à mon nom. Et puis très vite, il y a des choses qui m'ont malheureusement déplu. De ne pas pouvoir, par exemple, travailler son RAW, parce qu'à l'époque, Fuji, sur le X Pro 2, XT1, XT2, ils avaient du mal à donner un peu de sous à Adobe pour qu'ils génèrent les RAW comme il faut sur Lightroom. Donc du coup, les JPEG étaient meilleurs que les RAW. Les RAW étaient extrêmement compliqués à travailler. Et puis de plus en plus, moi, comme je suis un dingue de la lumière, tu deviens très exigeant, en fait. Donc passer de Canon à Fuji au début, ça s'était très bien passé pour le volume, le comportement, ça allait très bien. Mais très vite, tu vois les failles en fait du système qui sont à mon niveau, hein, c'est d'exigence encore une fois. Alors je sais pas si parce que plus tu vieillis, plus tu deviens exigeant, mais là tu te dis, t'arrives pas à obtenir ce que tu veux, tu fais mince quand même, c'est très bon, mais j'arrive pas à aller plus loin. Donc voilà, donc après je me suis retrouvé à aller voir de plus près le fameux Leica Q, le fameux Q. Le cul. On peut en parler, hein, c'est un autre sujet. Est-ce qu'ils ont pensé à ça, qu'en France, ça allait être rigolo de le dire? Ah bah ça, the Q, ouais, je sais pas, Q, hein, Q. Le gros, le petit Q. Donc moi j'ai pas pris le Q, j'ai pris le QP, je trouvais ça plus mignon. Tu fais QP, au moins, tu sais quoi, j'ai un QP. C'est mieux que dire Q. C'est mieux de le lire en anglais, quoi qu'il arrive. Tu vois, qu'est-ce que t'as dit? I got the Q from Leica camera, very nice. Et voilà. Donc du coup, j'avais toujours mon équipement Fuji, puis je me suis retrouvé avec ce Leica Q là, et là du coup, t'as un truc de fou. Alors moi, je suis pas un fou du 28 mm, je suis pas très très doué pour shooter avec le 28, mais voilà, la qualité du capteur, la qualité de pouvoir lui mettre des hautes et des basses lumières où tu récupères dans tous les sens. Enfin, voilà, c'est génial. Et puis donc tout doucement j'ai fait allez hop. T'as glissé j'ai glissé dans le Leica glissé. Game. Ah non, là j'ai glissé, je suis tombé dans la marmite du truc, tu vois. Et c'est comme ça qu'ils t'ont découvert comme ça, ou c'est parce qu'ils t'ont découvert que t'es passé au Q? Alors, en fait, c'est moi qui les ai sollicités sur un petit projet qui était assez sympa. C'est-à-dire qu'il y avait encore une fois ce festival du film de Cabourg, et je voulais que les personnalités, je voulais plus faire les photos. Cette fois-ci, je ne vais pas faire de photos. En fait, je voulais donner un boîtier à des personnalités et que les personnalités se shootent entre eux. D'accord. Pour donner plus de convivialité. Et le seul boîtier qui me semblait être le plus efficace, aussi bien dans la sensibilité que dans la qualité de l'optique, et ça, c'est le Q. Du coup, j'appelle Leica à Paris, je dis bonjour, voilà, je suis désolé, je suis ambassadeur Fuji, mais je me permets quand même de vous appeler. Donc ils ont été extrêmement sympathiques. Oh non, mais il n'y a pas de problème. Voilà, j'ai un projet, j'aimerais faire une séance photo que les personnalités prennent en main le fameux Leica Q et Q, je le dis bien, et qui se shootent entre eux, quoi. C'est ça qui peut être sympa. Alors, Fuji, ils t'ont pas appelé à ce moment-là? Alors attendez. Ah, non, Fuji, après c'est les connexions. En fait, les connexions, ça s'est pas fait du tout comme ça. C'est-à-dire que j'ai proposé ça, le festival de Cabourg arrive, et là, Leica me met à disposition, pour cet événement, ils me mettent trois Leica Q à disposition pour faire mes photos. Du coup, c'était génial. Du coup, j'avais donné à un acteur il a photographié une autre actrice. L'actrice a pris l'appareil. Donc, du coup, ça a très bien fonctionné. Ça a fait l'effet que je voulais, c'est-à-dire le côté détendu, les photos pas forcément très bien cadrées, mais nettes. Toi, c'était super. Ce côté Nikos Aliagas, tu vois. Salut mon loup, ça va? Oh non. Alors mon loup. Bon, Fuji. Après Belmondo. Alors Leica, quand même. Bon. Attends, tu le fais très bien aussi, tu le tiens en plus. Nikos, si tu m'écoutes, non, c'est un ami qui te parle. Très sympa d'ailleurs, Nikos Aliagas. C'est un mec extraordinaire. Et tu l'as déjà photographié? Je l'ai déjà photographié plusieurs fois. Il a ce style, tu sais, quand tu photographies Nikos Aliagas, il a ce côté anglo-saxon, tu sais. Ouais. Je me mets où, je fais quoi? Ouais, ça va être génial. Tu vois, il y a ce côté très créatif, inventif. Il adore l'image. Lui-même photographie. Lui-même il fait de la photo, donc il connaît bien l'univers. Il sait jouer l'appareil photo. Il a un côté très acteur.
Donc il est génial, c'est un super client entre guillemets, Nikos, c'est super. Quand tu fais une séance photo avec lui d'une demi-heure, tu as déjà fait 300 photos, il n'y en a pas une à mettre à la poubelle parce que c'est à chaque fois il a un comportement, un regard, une attitude, les mains, le visage, il sait quoi, il sait jouer parfaitement. Et puis il est photogénique, hein, je pense. Et il est photogénique, hein, t'es beau mec Nikos. Voilà, tu vois, c'est un beau mec. Donc vite fait pour revenir dans l'histoire de voilà, Fuji, Leica, donc à ce moment-là effectivement j'ai tout revendu entre guillemets mon équipement Fuji. J'ai quitté du jour au lendemain, mais pour des raisons qui étaient évidentes. Fuji l'a compris. Je dis voilà, moi ce que je veux, c'est voilà, je veux passer à un autre type de photographie. Ce qui est intéressant, c'est l'écriture, c'est l'image, c'est le regard. C'est quand vous avez un M par rapport à un SL, tu regardes pas de la même manière, donc du coup tu cadres pas de la même manière. Donc voilà, donc, du coup j'ai senti que là l'univers m'intéressait. C'était pas forcément d'avoir un boîtier à 40 millions de dollars, c'était surtout d'avoir un outil, tu sais. Qui est assez magique, et ces optiques là qui sont très lumineuses, donc du coup tu te dis je vais pouvoir bosser dans un couloir, des fois j'ai pas le temps, des fois je dois faire une photo dans un couloir d'hôtel, mais je veux quand même que la photo soit nickel, donc du coup forcément une optique comme les optiques Leica, là tu touches le Graal, tu vois, tu fais waouh. Du coup je redeviens encore plus exigeant. Du coup c'est terrible, la prochaine fois je vais devoir sortir une caméra RED pour faire un shooting, tu vois. Ou un Hasselblad, moyen format, Hasselblad. Voilà, ou un Hasselblad, tu vois, un petit peu. Et aujourd'hui tu travailles avec quel boîtier en plus, le SL ou le... Alors oui, moi j'ai pris le SL2S que je trouve extraordinaire, c'est un 24 millions, mais ce qui est super, c'est que tu peux monter à 6400 ISO, il bouge pas. Ça c'est vraiment très très bien. J'ai pris l'optique que j'adore sur le SL, c'est le fameux 75 Apo là, que je trouve fabuleux, parce que tu peux aussi bien faire du portrait serré, tu peux aussi bien faire du plan américain s'il n'y a pas beaucoup de recul, tu peux faire jusqu'au plan en pied. Donc c'est vraiment, je trouve, la focale qui est le bon compromis entre le fameux 90, le 50, voilà, 75, super optique. Voilà, après il y a cette alliance là qui est géniale avec Sigma et Pana. Ouais. Donc du coup, moi j'ai pris la monture L. Ouais, c'est génial. C'est ça qui est super aussi. C'est que là, du coup, tu te retrouves avec plein de Lego. T'as des Lego dans tous les sens. Tu vois, il faut ranger sa chambre après. Tu vois. Tu dis putain, j'ai un 105, un 4 Sigma extraordinaire. Tu mets ça sur le SL. Après, tu dis bah tiens, je vais prendre le 70-200 de 8 Pana. Tiens, je vais prendre un 65 Sigma avec la bague de diaph qui est devant. Donc finalement, ce qui est super, c'est que là, j'ai des outils qui me permettent d'aller encore plus loin dans ma créa, qui me permettent d'être encore plus exigeant, donc insupportable. Hein, l'assistant, maintenant, je le fouette. Non, c'est pas là qu'il faut se mettre avec ton réflecteur, t'es dans le champ, là, je te vois. Et puis, j'ai pris le M10, le M10P, donc, je te disais tout à l'heure, j'ai pris le White Edition, là, donc c'est incroyable, tu vois, c'est le seul boîtier Leica tout blanc, parce que Leica, c'est connu depuis 100 ans, comme Panajou. Même plus. Panajou est plus vieux que Leica. Qu'est-ce qu'ils ont, Panajou? 1865. Waouh. Oui, non, c'est pas la même rigolade. Pas mal. Non, c'est bien. Donc du coup, effectivement, ouais, un boîtier. Donc ça fait plus de 100 ans que Leica a des boîtiers tout noirs, et là, tout d'un coup, hop, un boîtier blanc. J'ai dit, non, c'est ça qu'il me faut, un truc complètement. Ça aussi, c'est important, d'avoir aussi une espèce d'identité visuelle. Le look de ton appareil, c'est important. Ouais, pour toi. Et puis même son look à soi, je crois que c'est important quand tu arrives. Moi, j'aime bien. Il y a un truc que j'ai jamais compris, par exemple, quand t'es à un mariage, t'es un photographe de mariage. Oui. Et ben, la plupart des gens que j'ai vus passer là, ces 2 dernières années, c'est des mecs qui sont habillés, tu vois, en jean, basket, t-shirt. Ok, c'est le photographe du mariage, il doit courir dans tous les sens, mais il faut quand même, moi je me force, entre guillemets, tu vois, à mettre une chemise, à mettre une veste, tu as la Mostra de Venise, par exemple, tu vois, tu mets une paire de souliers sympas, tu t'habilles bien, correctement. Je trouve que, après, les gens le font pas. Ça, c'est un point de vue totalement personnel, mais moi, vis-à-vis du respect de l'environnement, des gens, là où tu te trouves, c'est comme quand tu es à Cannes, au Festival de Cannes, quand tu es en bas du Martinez, tu as tous les mecs du camping, tu vois, qui veulent apercevoir George Clooney ou telle actrice, tu vois. Donc quand tu fais une photo, qu'au fond, à côté de la Ferrari, il y a le mec en tongs, tu vois, du camping d'à côté, c'est moche. Alors que quand tu es à la Mostra à Venise, forcément, pour aller sur une île, si tu n'as pas, si t'as pas une chambre dans l'hôtel, tu sors, quoi. Tu n'as rien à faire là. Donc les arrière-plans à Venise sont quand même vachement plus sympas, tu vois. C'est toujours, tu es dans un musée. Alors qu'à Cannes, voilà, tu es un peu dans le paradis du mec en tongs à côté du mec en smoking, quoi.
Je trouve ça quand même extrêmement drôle pour le coup. Tu vois, c'est ouf, c'est du Martin Parr. Là, on pourrait faire du Martin Parr. Voilà, exactement. Martin Parr. T'as un clowné qui passe à côté du mec en tongs, tu vois, du camping d'à côté. Bon, j'ai l'image de Martin Parr là. Voilà, là c'est du Martin Parr. Encore une fois, la culture, tu vois, photographique, tout de suite, référence, c'est super important. Tu vois, ça aussi c'est bien. Et comme quoi, tu vois, tu peux avoir deux idées très différentes sur la même photo. Oui. Tu m'en parlais comme un problème, entre guillemets, puis finalement, si tu le vois de notre œil, ça peut être très drôle. Exact. Sauf que l'inconvénient, c'est que quand tu es envoyé par un type de magazine... Oui, ça, on est d'accord. Et c'est ça aussi le truc, c'est quand tu es dans ta tête, il faut que tu construis tes images par rapport aussi au client qui te dit « Attention, moi ce que je veux du top, je veux du grand homme volaire. Je veux pas des clacouzes. je veux pas des clacouzes. » Alors que tu dis « Ouais, mais ça serait génial le clacouse. Oui, mais ça c'est bien pour le Stern, c'est bien pour d'autres magazines, mais voilà, nous on est exigeants, on veut de la qualité. » Bon, même si le Stern est exceptionnel, un grand magazine, attention. Mais voilà, ils peuvent passer plus du Martin Parr que nous, ou la presse anglaise aussi. Et nous, on n'a pas cet humour, on n'est pas dans un pays anglo-saxon. Donc, tu vois, c'est comme les stars, tu vois, les stars françaises ou les stars américaines. Tu vois, les stars américaines sont beaucoup plus faciles à gérer en photo, comme Nikos, que les stars françaises qui sont plus réservées. Voilà. Il y a aussi la culture de l'image américaine, enfin anglo-saxonne, même, je dirais, qui n'est pas du tout la même que les Français. Hein, pas du tout. Non, mais pas du tout. Après, voilà, je ne dis pas que tout est pareil, mais il y a certains acteurs ou actrices qui sont forcément plus difficiles à gérer que... voilà. Alors que les Américains, même si tu as 3 minutes avec une personnalité américaine, en 3 minutes, tu vas avoir peut-être 20 photos extraordinaires. Alors que 3 minutes avec une star française... Si tu en as 2-3 différentes, déjà, c'est beaucoup. Oui. Je dirais pas de nom ici sur ce plateau. Non. On va être correct. Est-ce que tu fais encore de l'argentique ? Bah écoute, j'aimerais, mais je vais te dire pourquoi j'en fais pas. Parce que ce que je trouve compliqué, c'est que si demain tu fais de l'argentique avec ton super Nikon F3 et sa belle optique, c'est le labo derrière, il ne suit plus. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas réellement le mini-lab avec le bon tirage, le bon papier, qui fait que finalement, tes images, tu les aimes parce qu'elles viennent de l'argentique. Donc, moi, j'aimerais bien, oui, si je fais de l'argentique, ça sera un jour quand j'aurai mon labo noir et blanc, où je pourrais maîtriser. Je ferais venir mon pote asiatique là, de l'école, en disant voilà. Tu vois toujours ? Non, je le vois plus, mais il faut que je passe un message. Si tu m'entends, appelle-moi. Reviens. Mais non, l'argentique m'embête pour ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le suivi, à moins que tu ailles dans un labo pro à Paris ou dans une grande ville, comme à Bordeaux, il y a quelques, j'imagine, des labos pro, je ne sais pas. Le labo Panajou. Le labo Panajou, ils font. Ah bah voilà. Bah, moi, j'ai pas la chance d'habiter Bordeaux l'année, sinon je me remettrais à l'argentique. Moi, je pense qu'à Paris, il y en a un paquet de bons. Ouais, mais Paris, tu vois, qu'est-ce que tu imagines ? Tu vas faire un rouleau de 36 vues, donc tu payes ta bobine, après tu payes ton papier, tu payes ton développement. Ah, c'est pas économique aujourd'hui de faire l'argentique. C'est pas économique, et puis tu te dis sur 36 vues, tu te dis, ah, celle-là, j'aurais bien aimé avoir un ciel plus contraste, du coup, tu deviens exigeant. Finalement, l'argentique, c'est super, je crois. Le noir et blanc a toute sa place. Après, la couleur, moi, si je ferais de la couleur, je ferais de la diapo, parce qu'au moins, la diapo, tu es sûr que c'est exactement ce que tu as et ce que tu as voulu rendre. Le négatif couleur... Il faut, c'est encore autre chose. Mais ça serait dommage d'avoir, tu vois, tu prends un Leica M6 avec un 35 à $10 000. Si derrière le labo, tu vois, en mini lab, il est pas super top au niveau de tu vois, tu te dis merde. Oui. Tu vois, non, tu vois ce que je veux dire. Je vois c'est ça. Après, il y a ce côté vintage. Après, il y a ce côté. Mais bon, on est devenu tellement fou avec l'argent, avec le numérique, pardon, pour avoir le ciel qu'on veut, pour avoir la face qu'on veut, les contrastes qu'on veut. Du coup, on est devenu laborantin maintenant à nous. Avant, c'était la photo labo. Quand on disait « Ah non, c'est Magenta, c'est pas moi, c'est le labo. » Alors, du coup, on engueulait le laborantin. Maintenant, les journaux... Tu t'engueules toi-même. Maintenant, je m'engueule. Je me dis « Ah non, c'est pas possible. » Du coup, tu passes la nuit, tu te fais engueuler parce que tu dors pas. Le lendemain matin, il faut amener les enfants à l'école. Du coup, toute la nuit, tu as bossé. T'as bossé ton étalonnage et ta couleur pour pas que ça soit Magenta. Non, bref. Non, mais tu vois, du coup, oui, je vois complètement. Du coup, voilà, je crois que le coup du labo, en fait, c'est le labo. Si demain, il y a voilà, c'est ça qui m'ennuie, en fait, c'est de faire de l'argentique. Et tu sais qu'après, alors autant le négatif, bon, ça bougera pas, mais le tirage papier, voilà, il faut qu'il soit... Donc finalement, tu es dans une autre méthode de travail, quoi. Ouais. Moi, je crois que ce qui me plaît le plus avec l'argentique, je fais plus de numérique que d'argentique aujourd'hui, mais ce qui me plaît vraiment le plus, c'est la pratique...
je suis beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisé quand je fais de l'argentique que quand tu fais du numérique tu peux mitrailler. Tu peux même tester en temps réel. En fait, je veux dire, ça n'a aucun impact. Il n'y a aucune tension avec le numérique. Ah oui, non, mais là-dessus, je suis d'accord. Et puis pareil, l'inconvénient du numérique aussi, c'est le fameux, je le dis en anglais, AWB, the famous, tu vois. C'est comme si tu vois, à WB, c'est comme si tu avais toutes les bobines du monde. À chaque degré, tu as une bobine, tu vois. Ouais. Alors que quand tu mets une bobine Daylight ou une bobine Tungsten, tu sais que soit ça va être bleu, soit ça va être tu vois, alors qu'aujourd'hui en numérique tu peux avoir des dominantes vertes, mage, grises, ça n'a rien à voir, on est complètement dans un autre et même quand tu mets ton boîtier bloqué sur 5005, des fois tu dis c'est pas possible, à 5005 il peut pas rendre ça, donc tu vois, tu triches un peu, donc finalement voilà, le capteur des fois il joue pas forcément en ta faveur, alors qu'une bobine elle peut pas tricher, elle est forcément chimiquement à la température parfaite. Effectivement. On approche de la fin de ce podcast, on y est même, là, on est sur la ligne d'arrivée. Quels sont tes prochains projets et événements à venir ? Est-ce que tu as des choses à nous partager ? Oui, des projets, non, mais on en a toujours plein, j'ai plein de projets. Là, je prépare je vais te dire. Là, je suis en train de préparer un catalogue de mode de maillot de bain. Voilà, donc au mois de mai, je fais un grand shooting de maillot de bain. Voilà, avec 2 mannequins et puis toute une équipe de prod derrière, et on va tourner et shooter en Camargue. Principalement en Camargue. Ça va être beau, ça. Dans l'usine, pas dans l'usine, mais dans une mine de sel. Oui. Parce que c'est magnifique. Ouais. Voilà, donc on va pour décaler un peu l'esprit du maillot de bain qui est toujours à la plage type Seychelles. Là, cette fois-ci, on va mettre du maillot de bain en Camargue avec les chevaux autour, avec le sel blanc, avec le ciel bleu. Voilà, ça va être magnifique. Là, tu m'étonnes. Ça va être magnifique, oui, ça c'est sûr. Eh bien, écoute, merci, Thomas. Avec grand plaisir. Alors du coup j'invite les gens à découvrir ton travail sur Instagram, sur ton site internet. Oui. Ton site internet c'est quoi déjà ? thomasvollard.fr ? thomasvollard.com. International, évidemment. Eh bien écoute, merci beaucoup, c'était très intéressant. Avec plaisir. Merci à tous et à toutes. Et merci, chères auditrices et chers auditeurs, de suivre ce podcast. N'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, sans oublier la page Instagram sur laquelle est regroupée toute l'actualité de la maison de Panajou. Vous retrouverez tous les liens en description de ce podcast. Merci à vous et à très bientôt dans un mois pour le prochain épisode. Encore merci Thomas. Plaisir. Salut.